Ne pas être suivi par des positions politiques derrière, c'est un peu décourageant. Si vous ne me donnez pas mon permis de pêche, je vide ça dans votre bureau et je mets le feu. Et on le prend comme une reconnaissance d'un acquis, alors qu'en fait c'est une invitation à prolonger l'action. Quelqu'un qui est mort, c'est toujours un échec. Quelqu'un qui est tué dans ces conditions, c'est un échec. Cet homme a passé sa vie pour les jeunes. Il faut plus souvent convaincre que faire preuve d'autorité. J'ai dit que j'allais bosser et tu m'as demandé si j'avais une petite idée de ce que c'était que bosser. Parce que ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bonjour à tous et bienvenue dans La Bulle Rhétorique, le podcast où on parle de la parole sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je reçois un invité très particulier et vous allez comprendre ça très vite. Henri, donc tu as été administrateur des affaires maritimes, tu as également été directeur général de l'école supérieure maritime pendant 3 ans, puis tu as été consultant dans le domaine maritime, président d'Emmaüs Lauragais pendant 7 ans, conseiller municipal puis maire d'Issel depuis 2014. Pour ceux qui ne connaissent pas Issel, vous allez voir très très vite que c'est le plus beau village du monde. Tu as terminé ta carrière au grade d'administrateur général des affaires maritimes, donc 3 étoiles, c'est l'équivalent d'un général ou d'un amiral pour ceux qui connaissent plus les autres corps militaires. Chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, officier de l'Ordre du mérite agricole et officier de l'Ordre du mérite maritime. Tu es également père de 4 enfants, grand-père de 11 petits-enfants. Pour le moment, il y en a peut-être qui arriveront dans les mois ou années à venir. Et pourquoi je précise tout ça alors que d'habitude je ne précise jamais la vie personnelle de mes invités? C'est parce que, accessoirement, tu es mon papa. J'ai décidé d'inviter mon papa dans le podcast pour une raison simple, c'est que je discute beaucoup avec toi, papa. On discute très souvent ensemble de nos vies professionnelles. On n'a pas du tout les mêmes vies. On a en plus vécu à des autres époques, hein, évidemment. Mais je trouve que ta vie professionnelle, ta vie personnelle sont très riches. Donc je suis ravi de t'accueillir. Bienvenue, papa. Eh bien, moi, je suis vraiment ravi de cette invitation et d'être là. C'était une surprise quand même, mais enfin tu n'es pas la première, ce n'est pas la première surprise que tu me réserves dans notre vie à deux. En tout cas, c'est très agréable, très sympathique, très flatteur, même pour moi. Je n'ai pas une très haute idée de ce que j'ai fait dans la vie, mais j'ai une haute idée de ce que c'est que la famille. Tu le sais bien, comme toi d'ailleurs, nous partageons. Je suis heureux de parler effectivement régulièrement avec toi, notamment de mon expérience quand elle peut apporter quelque chose à mes enfants et à mes petits-enfants. Eh bien, écoute, en tout cas, je suis sûr que certains pourront peut-être penser que c'est un podcast très privé, on va parler de nous. En réalité, je vous invite vraiment à rester parce que on va aborder des sujets qui en réalité peuvent apporter à beaucoup de personnes. Je sais qu'on parle parfois de management, parfois de prise de parole. On aborde tous ces sujets-là assez souvent ensemble. Donc, on va revenir sur ces sujets-là. Gestion de crise, peut-être ? Gestion de crise, effectivement. Ouais. On va parler notamment de gestion de crise, puisque tu en as eu quelques-unes assez importantes à gérer. Pas seulement familiales. Effectivement. Donc, d'abord, une première question. Comme je l'ai dit, tu étais administrateur des affaires maritimes. Tu t'appelles Poisson, on s'appelle Poisson. À quel moment ça t'est venu l'idée de bosser dans le maritime avec ce nom-là ? Ah ben aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a quand même un certain atavisme familial, puisque nous avons, dans les générations antérieures, et y compris mon père d'ailleurs, des hommes, puisqu'à l'époque c'était les hommes, mais les femmes n'étaient pas admises dans ces métiers, qui ont travaillé dans le domaine de la mer, et particulièrement qui ont été officiers de marine pour beaucoup. Alors moi je ne suis pas officier de marine, j'en dirai un petit mot après, mais très proche. Je n'ai pas toujours voulu être administrateur des affaires maritimes, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque j'ai découvert ce métier par tâtonnement. Lorsque j'ai passé mon bac, j'avais plein d'idées sur ce que je voulais faire, extrêmement différentes les unes des autres. Mais j'avais notamment l'idée de travailler dans le domaine de la mer. Et même si j'ai passé un bac très scientifique, spécialisé mathématiques, puisque c'était un bac C à l'époque, j'avais horreur des maths, j'étais d'ailleurs nul dans cette matière, et je pensais que faire l'école navale n'était pas une bonne idée parce que j'échouerais. Et donc, je suis rentré dans une autre voie en me disant que je pourrais toujours réintégrer le domaine de la mer différemment. Et c'est donc par cet tâtonnement que finalement je suis arrivé, avec beaucoup de hasard aussi,
dans ce métier d'administrateur des affaires maritimes, qui n'est pas toujours très bien connu du grand public d'ailleurs. Ouais, je confirme, quand je dis ce que tu fais, en général, tout le monde pense que tu as fait naval et que tu es officier de marine. Alors, il y a chez nous des... Tu veux peut-être que j'explique Oui, c'est pour ça, c'est peut-être expliquer un peu ce que c'est. C'est qu'un administrateur d'affaires maritimes, il y a chez nous d'anciens officiers de marine, mais en fait, il y a plusieurs recrutements pour ce métier. Avant de dire quels sont les recrutements, il faut que j'explique quand même ce que c'est. Oui. Alors, l'administrateur d'affaires maritimes, c'est un serviteur de l'État, en l'occurrence avec un statut militaire, un statut d'officier de la marine ayant beaucoup de corps, regroupant beaucoup de corps. Avant tout, le plus nombreux, c'est certainement le corps des officiers de marine, mais il y a aussi toute autre spécialité, comme les commissaires de la marine, un peu plus connus, qui sont assez proches de nous, et les administrateurs des affaires maritimes. Donc, c'est un corps d'officiers de la marine nationale, mais avec une particularité dans son mode de gestion déjà, c'est qu'il est géré par le ministère chargé de la mer. Oui, ça, c'est pas rattaché au ministère des Armées. Le ministère des Armées a toujours un regard, puisque nous sommes militaires, bien évidemment. Mais la gestion du corps, et notamment d'ailleurs, à commencer par les affectations, sont décidées par des autorités relevant du ministère chargé de la mer. Donc, secrétaire d'État de la mer, ministère des Transports. Ça a varié au fil du temps, mais voilà, c'était toujours... ça n'est pas un cadre de gestion strictement militaire. Et dans les services des affaires maritimes, il y a beaucoup de civils. Nos collaborateurs sont beaucoup plus nombreux civils que militaires. Oui. Alors le métier lui-même consiste à assurer les fonctions de représentant de l'État dans tous les domaines relevant de la mer. Très succinctement, je vais essayer d'énumérer. C'est le domaine de la sécurité de la navigation et de la sécurité du navire, le contrôle des navires pour s'assurer qu'ils soient bien navigables et qu'ils ne viennent pas polluer nos côtes, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs. Toutes les activités relevant de la pêche, respect de la réglementation, conception même de la réglementation des pêches, l'économie des pêches, on intervient assez largement lorsqu'il y a des mesures de soutien. Toute la partie environnement marin, en relation avec des organismes comme l'Ifremer, alors contrôle de la qualité des eaux, la gestion des dispositions, des situations de crise, lorsqu'il y a une pollution marine accidentelle, par exemple, où nous intervenons très largement. Je me souviens que tu avais été pas mal pris, c'était au moment de l'Erika, je crois. Du Prestige, surtout. Du Prestige, ouais. Surtout à La Rochelle, le Prestige qui menaçait d'arriver un 1er janvier, d'ailleurs, oui. Sur les côtes de Charente-Maritime, des côtes qui sont extrêmement riches en ostréiculture et mytiliculture. Et nous nous occupons de la gestion du domaine public maritime, de toutes ces activités d'élevage marin et de culture marine qui étaient très menacées par cette pollution du Prestige. Et donc j'ai passé mon 1er janvier chez le préfet, mais pas seulement le 1er janvier, pour essayer d'éloigner, de prendre des dispositions pour éloigner ce risque et aussi pour protéger le plus possible, prendre des dispositions préventives pour protéger les richesses des élevages marins et des cultures marines. Et on a dit qu'il est arrivé justement des questions de gestion de crise, donc on a abordé un peu cette question du Prestige. J'ai oublié de préciser la première question, le recrutement. Oui. Il y a donc chez nous beaucoup d'universitaires, plutôt des juristes ou des gens qui ont fait l'Institut d'études politiques. On avait beaucoup de juristes. Moi, personnellement, je n'ai pas fait du droit à proprement parler. J'avais fait de l'économie et l'Institut d'études politiques. J'avais mené ensemble ces deux études dans la perspective justement de préparer un concours de ce type, commissariat de la marine ou administration des affaires maritimes. Après, on recrute aussi des officiers de marine et des officiers de la marine marchande qui rentrent directement en deuxième année d'école, puisque nous avons une école derrière. Ce sont des gens qui ont une expérience de la mer. Ils ne peuvent passer le concours que quand ils ont déjà un minimum d'expérience dans leur métier d'officier de marine ou d'officier de marine marchande. Et puis, il y a quelques recrutements sur titre ou raccourcis
Il y a par exemple des polytechniciens qui peuvent rentrer chez nous, et il y en a Ah ouais. en ce moment qui ont intégré le corps des administrateurs d'affaires maritimes. Et cela, je crois qu'ils ne passent pas de concours. Oui, on peut penser qu'a priori. Ils en ont passé suffisamment. C'est ça. Ils en ont déjà quelques-uns sous la roue. Comme j'ai dit, à la fin de ta carrière, tu as été directeur général de l'école nationale supérieure maritime. Je le dis dans le bon sens, NSM, oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça correspond? Parce que l'autre métier, quand je dis affaires maritimes, auquel les gens pensent, si ce n'est pas la marine nationale, c'est le commerce maritime. Enfin, c'est oui, c'est ça, le commerce maritime. Donc, est-ce que tu peux expliquer... Oui, ou la pêche. Alors justement, est-ce que tu peux me expliquer un peu ce que tu as fait dans cette école? Qu'est-ce que c'est que cette école déjà? Et un peu les missions, ce que tu as fait là-dedans? Lorsque j'étais en fin de carrière, il y avait un grand projet qui durait depuis assez longtemps, mais que les politiques avaient peur de faire évoluer, de faire aboutir. L'idée, c'était de regrouper les 4 écoles nationales de la marine marchande, qui étaient chacune indépendante, autonome. Chacune était un établissement public administratif, pour ceux qui connaissent ces qualificatifs, avec une très forte tutelle de l'État. Et donc, il y avait un directeur dans chaque école, Marseille, Nantes, Saint-Malo et Le Havre. Et ce dispositif ne semblait manifestement pas adapté à une formation maritime moderne. Et donc, il y a eu une étude faite par la Cour des comptes, bien sûr, mais il y a eu aussi l'Inspection générale de l'enseignement maritime qui a été chargée de faire une étude sur ce sujet. Et les deux ont conclu au fait qu'il y avait trop de sites, qu'il fallait regrouper. Et un peu comme on forme les pilotes d'avion, il convenait de ne faire qu'un établissement. À la limite, on peut imaginer 2. Ça, c'était la conclusion de ces rapports. Les politiques n'ont jamais osé prendre la décision parce que ce sont des sujets extrêmement sensibles dans les villes du littoral et particulièrement, évidemment, les villes concernées. Il faut savoir qu'une ville dans laquelle il y a une école de marine marchande, souvent, il y a aussi une économie un peu autour de ça et surtout une forme de prestige. Ça devient une ville très maritime, reconnue pour son attachement au commerce maritime, à la plaisance, etc. Donc ça crée beaucoup d'attrait et ça forge un petit peu l'identité de la ville, j'imagine. Ça repose d'ailleurs sur un malentendu parce que, effectivement, les villes qui disposent d'un grand port voulaient garder leur école nationale de la marine marchande. C'était particulièrement le cas du Havre où cette école avait jouissait de grand prestige. Elle jouit d'ailleurs toujours de grand prestige. Et je me réjouissais fortement. Nous apprécions particulièrement cette situation. Et ça veut dire que les politiques, et y compris le maire du Havre, bien connu, était très attentif. À la barbe blanche aujourd'hui. Premier ministre, était très attentif au devenir de ces écoles. L'idée, donc, c'était d'une part de les regrouper, en tout cas, même si on n'imposait pas systématiquement un seul site, c'était un objectif affiché sous la table, et on pouvait ensuite trouver des nuances. Et puis de valoriser également cet enseignement, de le remettre au goût du jour à un moment où les officiers de la marine marchande étaient très recherchés au niveau international. Et ce qu'on m'a demandé, c'est de travailler à une restructuration de la formation professionnelle des officiers de la marine marchande et également de toutes les formations maritimes supérieures, puisqu'il n'y avait pas que cette formation d'officier de la marine marchande. Je précise, je me suis fait recadrer avant, quand je voulais parler de l'école marine marchande, papa m'a dit que c'était absolument pas ce qu'il fallait dire. Il y a eu 4 écoles de la marine marchande et qui ont été regroupées pour créer l'école nationale supérieure maritime. Ouais. Non, mais surtout ça, avec cette importance des autres métiers qu'il n'y a pas que les officiers de marine marchande. Ouais. Et donc on a créé cet établissement public qui avait beaucoup plus d'autonomie d'ailleurs que chaque école de la marine marchande, qui gérait son personnel, son budget de manière beaucoup plus autonome que dans le cadre de chaque école de la marine marchande, avec aussi une dimension internationale et un lien avec des entreprises maritimes plus fort.
Voilà, alors ça faisait beaucoup de travail en même temps. Il a fallu... ça faisait beaucoup de travail dans un contexte extrêmement tendu d'opposition à la réforme, qu'on pouvait comprendre. Ça générait beaucoup d'inquiétude chez les gens. Certains étaient tout à fait enthousiastes, mais ils étaient quand même relativement rares. Beaucoup étaient prudents, et encore plus nombreux étaient ceux qui étaient strictement opposés et qui ne comprenaient pas pourquoi on allait bouleverser ce système qu'ils considéraient comme en bon fonctionnement. Surtout que ça tiraillait un peu des deux côtés, parce que j'imagine qu'il y a, enfin, des mémoires que j'en ai, il y avait d'un côté le problème politique, des villes dans lesquelles il y avait ces écoles, des ministères, etc. Et de l'autre côté, en interne des écoles, des questions peut-être avec les syndicats aussi, des enseignants. Alors, je pense qu'avec les élèves, ça se passait bien, mais peut-être plus du côté des enseignants qui pouvaient poser problème, peut-être des administratifs d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, alors les élèves, bon, ça dépend. Il y en a qui étaient briefés par les syndicats, d'autres qui n'avaient pas besoin d'être briefés, qui s'opposaient. Mais la plupart venaient chercher un enseignement et n'étaient pas forcément fortement intéressés par la structure qui allait les porter. Ouais. Quand on leur disait qu'ils pourraient avoir un titre d'ingénieur à la sortie, pour en tout cas une partie d'entre eux, parce qu'il y avait plusieurs filières, certains étaient motivés. La majorité, il faut bien le reconnaître, n'était pas plus motivée que ça par le titre d'ingénieur. Il fallait leur expliquer pourquoi. Après, ça les intéressait. Mais ce n'est pas ce qui motivait leur entrée dans l'école. C'était plutôt l'idée de naviguer, l'idée d'être marin. Oui. C'est quand même un métier particulier dans lequel il faut avoir une vocation maritime forte pour s'y trouver bien. Et alors, justement, dans ce cadre-là, on parlait un peu des politiques. Nous, à la maison, on a toujours pas mal parlé politique. On suivait la politique, les débats au moment des présidentielles, des législatives. Je trouve qu'il va y en avoir bientôt. On l'a appris hier soir. Mais on a toujours beaucoup parlé de ça. Donc, je pense qu'on a une conscience politique assez forte dans notre famille. On le voit d'ailleurs dans les débats que je peux avoir parfois avec mon cher grand frère. Mais dans ton métier, tu avais une obligation de réserve. Et même dans l'exercice de ton métier, j'imagine que tu as été parfois amené à appliquer des décisions, à appliquer des politiques avec lesquelles tu n'étais peut-être pas forcément d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration à devoir faire ça ? Moi, je te dis ça parce que moi, je l'ai connu à l'Assemblée nationale. Quand j'y travaillais, j'ai arrêté d'y travailler parce que je trouvais ça frustrant de devoir défendre des dossiers avec lesquels je n'étais pas du tout d'accord. C'est pour ça que je m'en suis éloigné. Et je ne sais pas toi comment tu le vivais sur ce point-là. Alors, on s'habitue un peu à ça. Ça rentre dans nos critères de gestion, je dirais. C'est parfois un peu compliqué. Ça l'a été forcément et très lourdement dans le dernier poste que j'ai occupé, donc celui-là, où ça a tellement pesé que si j'en suis parti, c'est à cause de ça. À l'occasion d'un changement de gouvernement, il est facile de dire on vire le président et le directeur et tout va changer. Bon, évidemment, c'est ce qui est arrivé. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. Tout le monde est content. Sur le fait de virer le président et le DG, pas sur le fait que tout ait changé. Non, justement, tu as tout à fait raison. J'allais dire, ça n'a rien changé. D'ailleurs, il y a eu, je ne sais plus combien de directeurs depuis, ça a beaucoup tourné. Ce qui est un peu dommage, parce qu'un minimum de stabilité dans ce type d'établissement renforcerait sa puissance. Oui. Mais j'ai connu aussi ce genre de problème, par exemple, quand on pratiquait le contrôle des pêches, tout autre domaine, que j'étais sur le littoral, au cœur des problèmes, au milieu des pêcheurs. Une situation que j'appréciais beaucoup, mais qui était... J'avais beaucoup de gestion de crise dans ce domaine-là. Oui, j'ai quelques souvenirs de rencontres avec les pêcheurs qui pouvaient être mouvementés. Mais toujours franches, directes, et j'aimais énormément ces échanges, à de rares exceptions près, sur des événements que j'aurais bien voulu éviter. Mais globalement, c'est ça que j'ai le plus aimé dans ce métier. C'est d'avoir des situations de négociation, de vraies négociations, mais franches, directes, ouvertes, et de ne pas être suivi par
des positions politiques derrière, c'est vrai que c'est un peu décourageant. Oui. Dans le domaine de la gestion des pêches, je crois que l'exemple est caractéristique. La France a été condamnée par l'Europe, on va simplifier, à cause de sa mauvaise organisation et de ses mauvais résultats en matière de contrôle de l'activité de pêche. J'ai été au cœur de ces problèmes, puisque j'ai d'abord connu le Guilvinec, enfin, tu reviendras peut-être dessus, mais c'est là où je suis né. Voilà, tu es né pendant cette affectation au Guilvinec, qui était le Guilvinec, c'est en fait un ensemble de ports de pêche, dont le Guilvinec même, la commune de Guilvinec regroupe avec Tréfiagat la plus grande quantité de bateaux. Cette activité a malheureusement bien baissé depuis que j'ai quitté, progressivement baissé, et va continuer probablement à le faire compte tenu de la politique qui est conduite actuellement dans ce domaine par l'Europe. Mais j'ai connu des situations où je voyais bien, et je recevais d'ailleurs des messages en ce sens, qu'il était nécessaire de convaincre les pêcheurs de mieux appliquer la réglementation européenne, et non seulement de les convaincre, mais de les y obliger d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai même payé un peu de ma personne, puisque un jour, au milieu d'une manifestation, j'ai reçu une caisse de poisson à la figure, et ça tombait mal. C'était un soir, c'était un après-midi, fin d'après-midi, et je devais prendre l'avion le soir pour Bruxelles. Je ne pouvais pas leur expliquer que c'était en plus pour défendre leurs intérêts, parce que c'était relativement confidentiel. Mais j'avais l'impression dans l'avion de sentir... Oui, j'imagine que ça pénètre un peu ce genre de... de sentir le merlu, même si je m'étais changé de la tête aux pieds. Et en tout cas, la situation avait été extrêmement désagréable. J'ai connu d'autres situations un peu brutales aussi, où on m'a cassé une partie de l'immeuble tout neuf des affaires maritimes, en protestant aussi contre les décisions que nous prenions sur le terrain d'appliquer la réglementation des pêches. C'était où ça ? Toujours au Guilvinec. Toujours au Guilvinec, ok. Mais en même temps, pour couvrir l'action de mes services, je faisais des comptes rendus précis et je demandais des instructions qui n'arrivaient jamais, en tout cas jamais précises. Ouais. On ne me disait pas d'arrêter, donc ça voulait dire qu'il fallait que je continue. Et il se trouve qu'après, plus tard, quelques années, une bonne dizaine d'années plus tard, on m'a demandé, au contraire, au niveau de la direction régionale des Pays de la Loire, de mener une politique de contrôle exemplaire et dans un temps record, en coordonnant tous les services de l'État, sous l'autorité du préfet, bien sûr, pour enfin accéder à une organisation crédible par l'Europe, parce que la France avait été condamnée, parce qu'elle avait des astreintes à payer pour le temps de sa mise en conformité. Et donc, il fallait convaincre les services de contrôle de Bruxelles qu'on avait fait des progrès et que désormais, les règlements seraient bien appliqués, avec efficacité. J'ai conduit cette mission avec passion. C'était encore une mission de concertation avec les pêcheurs, mais cette fois, vraiment à la demande de l'administration centrale, qui me soutenait pleinement et même qui m'encourageait à aller plus vite. J'avais donc des arguments plus forts pour convaincre les pêcheurs, que ce soit les organisations professionnelles ou même les pêcheurs patrons de bateaux, de mettre en œuvre ces règlements, de les respecter. Ouais. Et notre région avait été considérée comme cible, comme exemplaire, référence dans ce domaine. Et ça aboutit à une levée de l'astreinte après une visite du directeur du contrôle de Bruxelles sur notre région. Donc je suis assez fier quand même, et fier pour les services qui ont travaillé avec moi de ce résultat. Oui, je comprends. Mais c'est dire que les politiques sont souvent sensibles aux tensions qui peuvent régner localement, quand, à plus long terme, évidemment, il faudrait prendre des mesures, pas forcément populaires, mais il faudrait que les politiques nous aident à les expliquer, aident les responsables des services de l'État à les expliquer, ouais, je comprends. À convaincre. Et alors, justement, sur ces questions des gestions de crise, notamment avec les pêcheurs,
Il y a un cas en particulier qui est une histoire assez dingue qui t'est arrivée. Je crois que c'était à La Rochelle. Il me semble que c'était un pêcheur qui s'est... Oui. Voilà, je pense que tu vois de quelle histoire je veux parler. Je vais peut-être te laisser la raconter et nous dire un peu comment tu as pu gérer cette situation de crise. Vraiment, vous allez voir, l'histoire est complètement folle. Alors, sur cette histoire de La Rochelle, je venais d'arriver à La Rochelle et je commençais à découvrir les affaires. Ma famille s'était installée dans le logement de fonction qui était en très mauvais état et où il y avait donc quelques travaux à faire. Et puisqu'il y avait un changement d'occupant, c'était le moment de faire ces travaux. Et comme l'administration des affaires maritimes était toujours pauvre, ben soit on laissait aller les immeubles, et c'était le cas pour cette situation-là, soit si on voulait... Moi, j'ai été quand même très volontaire dans ce domaine, puisque j'ai fait beaucoup de rénovations, que ce soit dans les bureaux ou dans les logements de fonction. Il n'y a plus de logements de fonction maintenant. Mais à l'époque, il y avait des logements de fonction, bien évidemment, avec des contreparties. Ce n'était pas un simple avantage. Pas donné, oui. Et ce logement donnait directement sur mon bureau. Et il y avait des gens qui travaillaient notamment à refaire des peintures ou des enduits. Et je vois rentrer quelqu'un qui ressemblait un peu à un artisan, avec à chaque main quelque chose qui ressemblait à des pots de peinture un peu lourds. Et je me suis dit inconsciemment, je crois même que j'étais au téléphone. Je me suis dit inconsciemment, bon, c'est quelqu'un qui s'est trompé de chemin, il est passé par les bureaux et il veut rentrer dans l'appartement pour travailler, ça doit être un artisan. Donc je m'interromps et je lui dis, monsieur, vous cherchez peut-être l'entrée du logement? Et je vois des grands yeux s'ouvrir d'étonnement. Et il me répond, monsieur, j'ai là 2 cubis d'essence. Si vous ne me donnez pas mon permis de pêche, je vide ça dans votre bureau et je mets le feu. Alors, j'étais tellement surpris que je n'ai même pas eu peur. Interloqué, surtout du fait que j'avais pensé à ce monsieur qui allait rentrer dans mon appartement. Et je juste une seconde, déjà, comment est-ce qu'il est arrivé à ton bureau? Enfin, je veux dire, il a traversé. Je me suis posé la question. Ah, tu n'as jamais eu la réponse? Bon, c'était un pêcheur, donc il connaissait, et puis il y avait des pancartes, il connaissait le bureau de l'administrateur des affaires maritimes. Il avait dû frapper, et j'ai dit oui, sachant même pas si c'était du personnel ou qui que ce soit. En tout cas, il a pas eu de difficulté à trouver mon bureau. Parce que le bureau était quand même au premier étage, il fallait donc rentrer dans le bâtiment, monter le truc, etc. Oui. Et je trouve ça dingue que le mec puisse se pointer avec 2 bidons d'essence Surtout que sans que ça n'inquiète personne. Se dégageait une forte odeur d'essence. Oui, j'imagine. Alors, sur le moment, finalement, j'ai eu une bonne réaction grâce au fait que je n'ai pas du tout eu l'occasion de paniquer. Je lui dis, mais monsieur, je ne connais pas votre affaire, je viens d'arriver, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et alors, d'une manière générale, c'est vrai que c'est une bonne illustration de l'idée qu'il faut toujours écouter les gens, même si on sait qu'ils vont vous dire des choses... vous savez ce qu'ils vont vous dire, vous savez qu'ils vont vous dire des choses absurdes quelquefois, sur lesquelles vous avez déjà dit non 36 000 fois, mais il faut plus souvent convaincre que faire preuve d'autorité. Oui. Et donc ce monsieur, en l'occurrence, je ne lui ai même pas dit non, je lui ai demandé une explication. Et ce monsieur, il était très, très loin des organisations professionnelles, très indépendant, jugé comme tel, j'en avais déjà un peu entendu parler quand même. Quand il m'a dit qu'il était, je n'ai pas été complètement perdu, mais c'est vrai que je ne connaissais pas le détail de son problème. Oui. Et donc, il m'a expliqué qu'il avait acheté un bateau d'occasion, qu'il l'avait entièrement rénové avec toutes ses économies, qu'il avait une famille, qu'il fallait qu'il fasse vivre sa famille, et que maintenant que son bateau était prêt à partir en mer, eh bien, on ne l'autorisait pas à travailler à titre professionnel, donc à vendre nos produits de sa pêche. Mm-hmm. Alors, j'ai eu finalement beau jeu de lui expliquer que j'allais vraiment étudier son dossier, que je comprenais très bien sa situation, mais sans lui garantir de conclusion, je lui ai demandé de me laisser le temps d'étudier le dossier. Oui, et pas forcément en restant à côté pendant que tu l'étudiais avec ces 2 bidons. Voilà, exactement. Je lui ai aussi expliqué que de vider son bidon et de mettre le feu risquerait de ralentir le process. Le problème de personne. Là, qu'effectivement, il serait sûr de ne pas obtenir son permis. Bon, et puis, à ma grande surprise, il s'est levé de son siège, parce qu'il s'était assis quand même. Il m'a tendu la main
pour me dire au revoir. Sur le moment, je me suis même demandé pourquoi il me tendait la main. J'ai eu un moment d'hésitation. Et il est parti. Et C'est dingue. réflexe du moment, j'ai failli lui dire « Mais vous oubliez quelque chose ?» Je me suis retenu juste à temps parce qu'il a abandonné ces 2 jerrycans dans mon bureau. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, cet idiot va me cramer tout l'appartement et les bureaux alors qu'on est en train de refaire l'appartement. On a presque fini les travaux, c'est dommage. Et finalement, il a eu son autorisation, tu sais ou... Alors finalement, il a eu son autorisation parce qu'il y avait quand même des mesures transitoires. Et que c'est vrai, j'avais quand même compris sa situation. Et avec, je n'ai pas décidé moi-même, puisqu'on soumettait les situations à une commission qui comprenait des professionnels de la pêche. Les professionnels de la pêche étaient souvent beaucoup plus sévères que l'administration. Hein. C'était un vrai filtre. Alors ça, c'est amusant d'ailleurs, parce que nous, sur le littoral, au contact des pêcheurs, on comprenait très bien ça. Et chaque fois que je voyais arriver des fonctionnaires parisiens, ils étaient convaincus du contraire, que nous, on mettait un barrage total et que les représentants de la pêche étaient très permissifs. Or, les représentants de la pêche, on avait des échanges très riches avec eux, ils connaissaient les règlements et les enjeux, et pas seulement les enjeux des entreprises qu'ils défendaient, mais aussi les enjeux collectifs. Donc, quelquefois, ils étaient exigeants. Et là, en l'occurrence, on avait finalement eu un bon consensus pour considérer que dans ces mesures transitoires, ce genre de personnes devait effectivement bénéficier d'une sorte de dérogation, en tout cas être admis dans les listes qui nous permettaient de leur donner accès à la pêche professionnelle. Ok, très bien. Alors on va passer à une nouvelle partie, mais pour l'introduire, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une question en vidéo pour toi. Dadou, je suis un petit peu timide. Est-ce que toi aussi, quand t'étais petit, t'étais timide? Ah, je trouve ça très sympathique. Alors je précise pour ceux qui ne question. connaîtraient pas, hein, c'est l'un de mes neveux, donc l'un des petits-enfants de papa. Oui, c'est un de mes petits-fils. Je suis amusé et je ne suis pas étonné qu'il me pose cette question. Et je suis obligé de lui répondre que oui, j'étais très timide et que je le suis toujours. C'est un défaut, mais qui se gère très bien. Il ne faut pas s'inquiéter. D'ailleurs, mon interlocuteur qui est en face de moi, je sais qu'il était timide quand il était jeune. Et qu'il n'était pas le plus timide de mes enfants. Ah bon. Mais qu'il a su dominer largement et qu'il sait dominer largement cette timidité qui persiste. C'est un trait de caractère. Exactement. Donc t'inquiète pas, Carole. Il ne faut pas s'inquiéter du tout. Ça se gère très bien. Exactement. Alors justement, moi je pense que ma timidité, j'ai aussi pu la travailler parce qu'on déménageait très souvent. Alors j'ai déménagé, au moment où j'ai commencé mes études, j'avais déjà déménagé, je pense, 5 ou 6 fois. J'avais fait le calcul il n'y a pas longtemps, mais on avait changé de ville 5 ou 6 fois. Alors quand j'étais jeune, j'appréciais pas forcément ça. Et puis avec du recul, au fur et à mesure, je me suis dit que c'était quand même sympa de découvrir des villes différentes. Et puis surtout, moi, ça m'a forcé à travailler cette timidité, puisque quand on change de ville, les groupes sont déjà établis dans les écoles, etc. Donc c'est à nous de venir chercher notre place, de créer notre place là où on arrive. Toi, comment est-ce que tu les as vécus, tous ces déménagements? Parce que toi, pour le coup, on en discutera après, mais tu as très très peu déménagé avant de faire ce métier. Oui, effectivement, c'était assez nouveau. Mais je savais que ça faisait partie du métier. Et j'avais des camarades qui essayaient de trouver des avantages à rester près d'un endroit où ils pouvaient laisser leur famille. Alors moi, j'ai eu la chance d'épouser une personne qui savait déjà ce que c'était. Ta maman savait déjà ce que c'était que de déménager plusieurs fois. C'était un handicap majeur pour elle parce que elle n'a pas pu exercer son métier. Elle était médecin avec des idées qui ne correspondaient pas forcément à des déménagements successifs. Oui. Mais elle a adapté son métier autant que possible. Et à l'époque, on s'en souciait, l'administration ne se souciait pas du tout de ce genre de situation, alors que maintenant, les choses sont différentes, il faut bien le dire. Hein. Ce qui est une bonne chose, d'ailleurs. Ce qui est une bonne chose, bien sûr. Mais en tout cas, donc, on a déménagé assez souvent. Personnellement, je m'y suis adapté. Et on a adopté aussi une philosophie qui consiste à dire que, comme tu l'as dit, on y trouve des richesses. Et
méthode Coué, on a convaincu nos enfants que c'était très riche d'aller retrouver des nouveaux amis ailleurs et d'essayer de conserver les anciens amis. Et il y a d'ailleurs une fidélité remarquable. Vous avez eu une fidélité remarquable avec certains de vos amis, puisque vous retrouvez avec plaisir encore, y compris François-Xavier qui a une quarantaine d'années, pas dire son âge, et qui retrouve des amis d'enfance. Oui. Ce qui est important, c'est d'avoir un point fixe quand même. Ça nous a paru important à tous les deux, ta maman et moi. Notre village d'Issel, c'est devenu son village, quoi qu'elle en dise. En tout cas, c'était le mien, puisque j'y suis né. Et d'avoir des amis autour, de faire souche, c'est important, je crois, pour les enfants. Et tous, vous êtes, je crois, attachés, très attachés même à ce village. Oui. Mais pour autant, les déménagements se sont bien passés d'une manière générale. Ça a été plus difficile pour toi à la fin, parce que plus brutal aussi. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de scrupules lorsque j'ai été muté de Nantes à Marseille, en cours d'année, au 1er janvier, que tu étais en première. En seconde, pardon. Que tu étais en seconde, que tu ne voulais pas du tout aller à Marseille, et tu étais très bien à Nantes. Et que tu nous as... Pour préciser, on était resté en fait 1 an et 1 trimestre à Nantes. Ah oui. Donc c'était très très court. Et j'avais adoré cette ville, je m'y étais très très vite acclimaté. Oui, parce que la durée de mes affectations a été variable. La plus longue a été en région parisienne pendant 6 ans et demi. Et la plus courte a été précisément en Nantes. Et donc tu as fait une année scolaire, plus 3 mois à Nantes, où tu t'es trouvé très bien, et où on t'a demandé de partir à Marseille, qui était vraiment terre inconnue pour toi. Complètement. Pour nous aussi d'ailleurs, relativement, même si on est plutôt du sud. Et donc l'atterrissage scolaire à Marseille a été très dur, et pas seulement scolaire d'ailleurs, puisque c'était au moment de l'adolescence, c'est que tu nous as donné beaucoup de préoccupations, qui, Dieu merci, maintenant... Pas que à l'adolescence. On pourrait y revenir plus tard, mais j'ai pu être préoccupant à d'autres moments. Non, mais j'ai pas toujours été facile à gérer. C'est vrai, je confirme. Justement, d'ailleurs, on en est un peu sur cette question de l'enfance. Vous avez eu 4 enfants. Le dernier est particulièrement bien réussi. Tous. Je le dis en petit comité d'habitude, mais c'est notre plus grande réussite avec ta mère. Nos enfants, et petits-enfants bien sûr, mais ça, nous ne sommes pas directement responsables. Nos enfants, parce que il y a quelques qualités auxquelles on tient particulièrement et que finalement tous ont. Mais en particulier, qualité de loyauté et d'arriver à faire ce que l'on a envie de faire. Je pense qu'on en reparlera peut-être pour ce qui te concerne. Mais chacun de mes enfants s'est fait une idée de sa vie, et notamment, mais pas seulement, de sa vie professionnelle, et chacun a abouti par des choix qui n'étaient pas toujours logiques. Je citerai un exemple parmi d'autres. Quand on réussit en première année de médecine et qu'on choisit d'être sage-femme, c'est une décision voulue et qui correspond à un idéal. Oui, très courageuse. Très courageuse. Pour préciser, donc mais il y en a eu d'autres, d'une de mes sœurs. Y compris de ta part, on y reviendra peut-être. Oui, c'est sûr. Donc je précise, il s'agit d'une de mes sœurs, effectivement, qui était admise, qui pouvait faire médecine. À ce moment-là, il y avait une première année, c'était la première fois d'ailleurs, il y avait une première année commune pour les sages-femmes, les médecines. Je crois que c'était à peu près... il y avait quelques autres domaines. Elle pouvait faire médecine et elle a choisi de continuer dans ce qu'elle voulait faire, et donc sage-femme, effectivement. Ouais. Alors après, je n'aime pas trop dire je suis fier de mes enfants. Je leur dis, parce que je pense qu'on ne leur dit jamais assez. Je ne l'ai pas suffisamment entendu moi-même. Pourtant, je savais que c'était... Je sentais bien que c'était l'idée de mes parents, et je le souhaitais pleinement. Mais on ne le dit pas suffisamment. On ne l'exprime pas, en tout cas, suffisamment. Mais par ailleurs, je n'aime pas trop en parler en public, parce qu'il y a plein de familles qui soit n'ont pas pu avoir d'enfants, soit en ont eu, mais qui leur ont donné des difficultés malgré la qualité de l'éducation qu'ils leur ont donnée. Il
il y a aussi plein de raisons de ne pas avoir la famille qu'on aimerait avoir, mais d'y trouver pour autant beaucoup de bonheur. Et donc, c'est pas une fierté. Il y a aussi beaucoup de choses qui interviennent en dehors de l'éducation des parents pour faire que les enfants soient une réussite, en tout cas dans leur volonté d'être ce qu'ils ont voulu être. Et alors, justement, tu parles de l'éducation. Pour toi, c'est quoi la recette d'une éducation réussie? Alors, c'est une réponse sur laquelle ça aurait été bien qu'il y ait maman aussi, en fait, mais vous seriez sans doute complété. Je crois que un enfant, il voit et il enregistre tout ce qui se passe autour de lui. Les premiers à s'exprimer, mais surtout à être, c'est les parents. Et les parents, les grands-parents, les camarades, les amis, les mouvements, le scoutisme. Moi, j'ai jamais été scout, mais j'ai fait d'autres choses. Et vous avez tous été scouts. Ça fait partie des références que l'on se fait inconsciemment dans la vie et qui permettent de prendre des décisions. Ça me rappelle brutalement Khalil Gibran, hein, tes enfants ne sont pas tes enfants, etc. L'éducation, pour moi, évidemment, c'est l'enseignement qu'on donne à ses enfants. C'est aussi les moyens qu'ils trouvent dans le choix des écoles, dans l'orientation, ce qu'on leur dit, sur le choix des amis, les mouvements, je parle des scouts. Mais l'enfant, il choisit après. Il choisit et il faut y penser souvent. Et tu m'as donné d'ailleurs un exemple dans ta vie d'une illustration de cette pensée. Je ne m'en suis pas d'ailleurs aperçu tout de suite. Pour moi, il fallait apprendre aux enfants un certain nombre de choses et ils devaient suivre ce qu'on leur apprenait. C'était le début de mon apprentissage d'éducation. Mais très vite, avec l'expérience, on s'aperçoit que c'est pas comme ça que ça marche. Tu penses à quoi en disant ça, que je t'ai appris quelque chose? Eh bien, on a parlé de ton arrivée à Marseille. Tu as dit ouvertement que tu nous avais créé beaucoup de difficultés, oui, même avant. Mais c'est surtout à partir de là que tu nous as donné beaucoup d'inquiétudes. Alors j'étais quand même plus raisonnable. On voyait que tu avais un potentiel fort, je le dis sans te faire rougir. Hein. Si ça va arriver. Mais non, mais tu étais débrouillard, tu réussissais bien dans tes études quand tu voulais. Oui, c'était surtout ça. Quand tu voulais. Et c'était surtout ça le problème. Et il y a eu une sorte de petite vengeance probablement inconsciente de ne pas faire les choix qu'on souhaitait pour toi dans tes études, dans les choix, dans les options, dans les orientations. Mais finalement, ça a duré parce qu'après tu es rentré, tu as commencé à faire des études de droit après avoir dit que tu voulais être un grand avocat pénaliste. Bon, finalement, tu t'es pas trouvé complètement dans l'erreur puisque tu t'es beaucoup préparé à l'éloquence, oui, et très peu au droit. Oui. Et je me permettais de te rappeler de temps en temps que pour être un grand avocat pénaliste, il fallait sans doute, ça a aidé en tout cas d'avoir une éloquence aisée, mais que faire un peu de droit, c'était quand même fondamental. C'est bien pour ça que je n'ai pas continué là-dedans. J'aimais beaucoup la partie plaidoirie, beaucoup moins la partie juridique. Mais bon, j'ai vite compris que, justement, tu ne serais jamais un grand avocat pénaliste et que, compte tenu de tes atouts par ailleurs, il fallait trouver des solutions. Et dans la mesure où tu faisais beaucoup de choses dans ta vie, mais pas vraiment des études, alors que pourtant tu avais le qualificatif d'étudiant, et qu'il faut bien dire les choses concrètement aussi, que nous te payions des études, oui, bien sûr, et qu'on ne peut pas être étudiant à vie. Au bout d'un certain temps, je me suis dit, il faut envisager des portes de sortie. Et toutes les portes de sortie étaient envisageables. Changer d'orientation, tu avais déjà pas mal passé de temps dans le droit, c'était pas évident. Je précise au cas où, j'ai mis 5 ans à valider mes 2 premières années de droit. Donc j'ai mis un peu de temps. Je crois même 5 ans et demi.
Non, 4 ans et demi. 4 ans et demi. J'ai redoublé ma première année, j'ai triplé la deuxième, mais j'avais déjà validé le deuxième semestre. Et donc vient un temps où, dans l'intérêt de l'étudiant, et puis un peu aussi de celui de ses parents, mais je pensais quand même beaucoup, nous pensions beaucoup à ton intérêt. Tu étais le dernier à être étudiant, donc la charge était forte, mais reste forte, mais relative. Et donc, entre autres conversations, je t'ai dit, il faut que tu envisages toutes les portes de sortie si tu ne réussis pas l'examen que je considérais comme le dernier pour valider cette deuxième année de droit. Voilà. Bon, et puis, je ne sais pas si je te laisse raconter la suite ou si tu veux que je la raconte. Non, bah en gros, alors je me souviens très bien de cette conversation justement pour raconter. Donc il se trouve que j'étais chef scout cette année-là avec certains de mes meilleurs amis. On était chefs ensemble d'une troupe de Toulouse. Maman et toi, vous aviez pris votre retraite à Issel. Vous étiez, enfin pas encore retraite, pré-retraite on va dire, à Issel. Vous étiez installés dans notre village. Et j'étais en camp pendant l'été, juste à côté. On était dans les bois d'Issel. Et je savais que les résultats étaient arrivés. Je me doutais très très fortement que je n'avais pas mon année pour la deuxième fois de suite. C'était l'année où j'ai triplé. Et donc j'ai essayé de faire le mort pendant toute la durée du camp. Je voulais pas aller voir papa. Je savais que j'allais sans doute vivre un mauvais moment à ce moment-là. Et donc je me cachais à chaque fois. Jusqu'à ce que tu aies dit, bon écoutez, maintenant c'est pas compliqué. Soit vous me ramenez Janco, soit vous vous débrouillez pour la flotte, puisque c'est toi qui nous fournissais en eau pendant le camp. Donc, bon gré mal gré, j'ai essayé de négocier, voir si on pouvait pas faire un camp à l'eau minérale, mais ça n'a pas été validé par la troupe qui n'avait pas le budget. Et donc, je me suis pointé au milieu du camp, où on a eu une grande discussion, effectivement, dans ton bureau. L'option que tu me proposais, à condition, enfin, tant que je t'en proposais pas une autre, c'était d'aller bosser chez McDo et de monter en interne. Je t'ai proposé cette année-là, à ce moment-là, pendant cette discussion, de passer les concours d'école de commerce en admission parallèle. Je me souviens d'une phrase, c'est que je t'ai dit, tu m'as dit qu'il fallait bosser pour ça. Je t'ai dit que j'allais bosser et tu m'as demandé si j'avais une petite idée de ce que c'était que bosser. Parce que ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. donc je t'ai dit que oui. Et je me suis engagé à travailler. J'avais validé donc, le deuxième semestre de l'année suivante, où je m'étais engagé à travailler à fond, à rester à Issel pendant tout ce semestre-là, à travailler vraiment à fond pendant tout ce semestre. J'avais déjà identifié une prépa pour m'y préparer, etc. Une prépa à distance. Et donc effectivement, j'ai bossé à fond pendant tout ce semestre, et déjà un peu pendant le premier semestre. Et les choses se sont très bien déroulées, puis j'ai été reçu dans toutes mes écoles, plutôt à des bons classements. Nous avons été très surpris, oui. D'abord de voir que tu venais bosser dans notre campagne qui pour toi était perdue, puisque tu n'avais pas d'amis autour, que tu acceptais de cette vie monacale avec tes grands-parents, avec tes avec parents. mes parents. Et à l'époque où j'ai venais de prendre ma retraite, effectivement, en hiver. Oui. Il ne s'agissait pas d'aller à la piscine pour se détendre. Et après, quand j'ai vu les résultats des concours, effectivement, nous avons été très agréablement surpris. Et la suite s'est bien déroulée, puisque tu as trouvé ta voie et tu as su cumuler des diplômes qui te permettent maintenant d'être plus assuré dans ta vie professionnelle. Exactement, oui, tout à fait. Mais je crois que, pour faire le lien, j'ai pour philosophie, au terme de toutes ces expériences, j'ai pour philosophie d'essayer de ne pas dire non systématiquement quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose. Alors, ta maman me dirait le contraire. Elle me dit, tu dis non à tout. Mais parce qu'à elle, je peux me permettre. C'est après qu'on discute. C'est après qu'on discute, même si les discussions sont âpres. On assume les positions, on voit qui prend quel camp, et ensuite on peut en discuter. Voilà, oui. Mais en fait, sinon, c'est pas une très bonne politique. Je l'ai appris notamment... je disais tout à l'heure qu'il fallait convaincre les pêcheurs d'appliquer des réglementations plutôt que de les imposer, parce qu'on avait perdu d'avance. Et ça me rappelle, lorsque j'étais à Nantes, j'ai été appelé un soir par la direction des pêches maritimes, par le directeur des pêches maritimes, qui me connaissait bien, puisque c'était un de mes anciens camarades, et qui m'a dit, écoute, on a besoin de toi au Sable d'Olonne, parce que les pêcheurs s'agitent énormément, ils ne supportent pas les contrôles, il faut aller apaiser tout ce monde. Et donc, le lendemain matin, très tôt, je partais pour les Sables d'Olonne, où j'avais une réunion avec les pêcheurs qui m'attendaient
les bateaux étaient restés à quai. Et quand les bateaux restent à quai, c'est pas bon signe. Hein, c'est qu'ils sont pas contents, c'est qu'ils ont des choses à dire. Et donc, ils étaient déjà bien chauds lorsque je suis rentré dans la salle. Et au lieu de leur expliquer brutalement qu'ils avaient tort de ne pas vouloir appliquer la réglementation, qu'il y avait des enjeux, etc., j'ai dit, écoutez, j'aimerais d'abord, avant de discuter, savoir ce qui se passe. Vous êtes à quai, donc je sens qu'il y a un problème. Alors, dites-moi. Alors, évidemment, chacun veut s'exprimer en grand bourrage. Attendez, j'ai réussi à les faire taire, parce que ce n'est pas évident dans ce genre de situation. Je réussis à les faire taire, parce que je ne répondais pas aux questions. Et je leur dis, on va faire chacun son tour. Ben, par exemple, vous, monsieur, vous êtes patron de quel bateau ? Vous avez été contrôlé ces derniers temps, puisque j'ai entendu que vous n'étiez pas content. Expliquez-moi comment vous avez été contrôlé. Ah non, monsieur, je suis administrateur, je n'ai pas été contrôlé, mais c'est une pression très forte. Ah, vous ne pouvez pas m'expliquer comment. Vous, monsieur, vous êtes sur quel bateau ? Alors dites-moi. Ah non, moi, je n'ai pas été contrôlé directement, mais mon beau-frère a eu un contrôle. Ah bon, votre beau-frère ? Et comment ça s'est passé ? Bien. Bon, bien, mais vous comprenez, on ne peut pas supporter comme ça que les gens nous contrôlent en permanence. Je sentais bien qu'en fait, ils n'étaient pas habitués à ces contrôles. Et après 3 ou 4, je les ai sentis un peu penauds. Et je ne leur ai pas mis le nez dans le caca, comme on dit vulgairement. Mais je leur ai dit, voilà, il faut que vous compreniez. C'est vrai que c'est dur. Je demande aux vedettes de contrôle de ne pas virer le chalut pendant que vous êtes en pêche, parce que ça veut dire que ça leur fait perdre du temps, de l'argent. Donc, qu'on choisisse le moment où vous virez pour aller contrôler le mariage de vos filets et la taille de vos poissons, et la façon dont vous faites le tri. Mais il faut... Là, je commençais à expliquer les enjeux, pourquoi la France était obligée enfin de faire appliquer ces règles, et qu'on pouvait espérer derrière qu'il y aurait plus de poissons, mais ça, ils ne voulaient pas le savoir. Ouais. En général, ils ne voulaient pas le savoir. Ou ils faisaient semblant de ne pas vouloir le savoir. Ouais. Voilà. Donc, arriver à laisser les gens s'exprimer, c'est essentiel, y compris les enfants dans l'éducation, et les mettre devant leurs responsabilités, le plus possible. Après, c'est un peu théorique, hein. Il faut apaiser la colère, quelquefois, la maîtriser. Il faut réfléchir à ce qu'on va dire. Et puis, il ne faut pas avoir l'air de se ficher de la gueule des gens non plus, hein. Ouais, que ce soit pour les enfants ou pour les administrés. Mais d'ailleurs, tu vois, là, ce que tu dis là-dessus, le fait d'écouter les gens, et notamment pour l'éducation, il se trouve que donc, quand il y a eu cette discussion qu'on a eue tous les deux dans ton bureau, au final, je ne me suis pas fait engueuler. À aucun moment, tu m'as engueulé. Comme tu le dis, ça ne servait à rien. Ouais. Voilà, tu m'as placé face à ma responsabilité. En fait, finalement, tu n'as fait quasiment que me poser des questions, me demander d'y répondre, etc. Et il se trouve qu'un an après, j'étais à nouveau chef dans un camp scout. Il se trouve que les scouts de ma troupe ont fait une bêtise. Une bêtise assez grave en apparence, qui finalement n'avait aucune conséquence, ou très peu. Mais il fallait quand même qu'on redresse un peu ça, qu'on ne pouvait pas ne pas réagir. Mon assistant me dit, l'assistant-chef me dit, laisse-moi y aller, toi tu vas encore te marrer avec eux, tu vas pas poser ton autorité, là on ne peut pas se permettre de rigoler, il faut vraiment taper un coup. Effectivement, j'avais plutôt tendance à bien entendre et à rigoler avec les scouts que j'accompagnais. Ils savaient qu'ils pouvaient me parler assez simplement, parce que je les engueulais rarement. Mais je lui ai dit, écoute, non, c'est moi qui ai la responsabilité de ce camp, c'est à moi de parler. Et effectivement, je ne les ai pas engueulés. Je me suis très bien souvenu de la discussion qu'on avait eue l'été d'avant, et je me suis dit, je vais appliquer le même modèle. Donc je n'ai fait que leur poser des questions. Et donc ils baissaient les yeux, ils ne répondaient pas, ils pensaient que c'était des questions rhétoriques. Et en fait, je leur demande à chaque fois, vous relevez la tête, vous me regardez, et vous me répondez. Je vous pose une question, est-ce que vous pensez que ce que vous avez fait est malin ? Est-ce que vous pensez que vous avez bien fait de faire ça ? Est-ce que vous pensez que le camp a été facile à organiser ? Et en fait, ils sont sortis de là, alors, traumatisés, entre guillemets, mais enfin pas traumatisés, mais pire que s'ils s'étaient fait engueuler. Et c'est ce que m'a dit d'ailleurs mon assistant après, il m'a dit effectivement, moi j'aurais gueulé, ils auraient passé un sale quart d'heure, mais ça s'arrêtait là. Là, tu les as bien fait réfléchir, je pense qu'ils vont s'en souvenir. Et j'ai croisé il y a quelques temps, ça, c'était il y a une dizaine d'années maintenant.
Et j'ai croisé il y a quelques temps certains de ces scouts qui m'ont dit on se souvient très bien de ça, et je pense que c'est un des passages de notre vie scout qui nous a le plus marqué, parce qu'effectivement, tu nous as pas engueulé, tu nous as responsabilisés. Et après, à la fin du camp, on a rediscuté de tout ça. Ça, c'était à peu près le début du camp. Et à la fin du camp, on a rediscuté de tout ça. Je les ai remerciés pour le reste du camp, qui s'était très bien passé, etc. Ils se souvenaient des deux. Et pour eux, les deux, ils avaient été très complémentaires. Ce moment de responsabilité, où je leur parlais pas comme à des enfants, mais à des quasi-adultes qui avaient fait une erreur, et où à la fin du camp, je leur ai parlé en adulte. Ils se souvenaient de ça, et pour eux, je pense que ça avait été quelque chose d'assez marquant, et qui les a aidés, je pense, pour la suite. Donc effectivement, c'est vrai que ce fait de poser les questions, d'écouter les réponses, et de laisser les personnes amener eux-mêmes les réponses, je trouve que c'est effectivement ce qu'il y a de beaucoup plus efficace. Ouais. Oui, mais et même quelquefois, en faisant preuve de modestie, enfin, je suis en train de me qualifier de modeste, mais c'est pas forcément le cas. Moi, j'ai toujours été libre de dire à mes enfants, puisqu'on parlait d'éducation, là où j'avais pas fait ce qu'il fallait. Je me rappelle que ma mère me disait toujours, surtout à propos de mon père, qui méritait une grande admiration, mais elle le lui vouait. Ton père faisait ceci, ton père faisait ça. Enfin, c'était l'homme parfait. Il ne se considérait pas comme tel lui-même, mais il parlait peu, finalement. Il donnait des directions sans avoir besoin d'élever la voix. Il avait un naturel assez autoritaire, Ouais, je veux dire, que l'on respectait. Ouais. Et en plus, il avait une expérience qui justifiait ce respect. Mais moi, je n'ai pas hésité à dire à mes enfants, je crois que tu y as eu droit, attention, on peut prendre son temps, on peut négliger ses études, on peut négliger un certain nombre d'efforts, mais il faut savoir qu'il y a des conséquences derrière. Et on peut quelquefois rattraper, mais c'est difficile. Et donc ça nécessite, c'est pas une bonne gestion de l'énergie, si je puis dire, à long terme. Ça nécessite des efforts supplémentaires. Personnellement, j'étais tellement habitué au collège, à l'établissement dans lequel j'étais, que je n'avais pas mes parents sur le dos, puisque j'étais pensionnaire. Enfin, je les avais que le week-end habituellement. C'était pas le moment trop de m'engueuler, donc je faisais le minimum pour passer à la classe supérieure pendant longtemps. Et ça les désolait un peu parce qu'ils voyaient que je pouvais faire plus. Et quand je suis arrivé en première, il a été question de me faire redoubler ma première au motif que je n'avais pas un livret scolaire suffisamment bon pour être un vrai candidat dans une classe préparatoire. Ouais. À l'époque, il fallait absolument faire des classes préparatoires. Et heureusement, d'ailleurs, parce que ça m'a sauvé. Ça m'a fait prendre conscience que si je continuais à travailler à ce rythme-là, eh bien, je me serais retrouvé avec des études extrêmement médiocres et qu'il aurait fallu que je me débrouille autrement pour avoir un métier intéressant comme je le souhaitais. Mais voilà, l'éducation, je crois que c'est d'abord, j'ose pas dire une affaire d'exemple, parce que ça aurait l'air de dire que j'étais un exemple, mais d'une certaine manière, même quand on est un mauvais exemple, on est une référence pour l'éducation. Et bien évidemment, il ne faut pas penser que les parents sont les seuls à donner l'exemple. Il y a tout l'environnement, mais les parents, je crois, doivent être très attentifs justement à la qualité de l'environnement. Et même les frères et sœurs, d'ailleurs. Enfin, pour moi qui suis le dernier, les frères et sœurs sont aussi des références auxquelles on va peut-être pas se comparer, mais en tout cas qu'on va prendre en compte pour s'en inspirer, parfois s'en détacher, etc. Ouais. Ou prendre ses distances avec aussi, ne pas faire comme, bien sûr. Comme ils ont fait. Oui. D'ailleurs, je pense que autant Constance et Hélène sont très proches dans leur vie professionnelle, dans ce qu'elles font, etc., dans ce qu'elles ont fait. Autant François-Xavier et moi sommes au contraire très opposés. Dans deux mondes différents et des personnalités très différentes, ce qui ne vous empêche pas de très bien vous entendre. Oui, bien sûr, tout à fait. Et de vous chamailler avec beaucoup de sympathie. Exactement. Donc pour revenir sur des questions un peu plus familiales, on parle très souvent dans notre famille de nos origines, de ce qu'il y a eu avant nous, notamment de tes grands-oncles, puisque ton grand-père avait 5 frères et sœurs, ils étaient 6 frères,
Sur ces 6 frères, il y en a 4 qui sont morts au champ d'honneur au moment de la Première Guerre mondiale. Et on parle très souvent de ces 4 grands-oncles. Alors, il faut savoir que sur les 2 frères qui sont revenus, il y en a un qui est devenu prêtre, si je ne me trompe pas, prêtre ou en tout cas religieux. Oui, jésuite, oui. Jésuite, voilà. Et donc, ton grand-père s'est chargé d'assurer la reproduction du nom. La descendance. La descendance, le maintien du nom dans l'histoire, puisqu'il a eu 14 enfants. Mon grand-père Kouka avait 13 frères et sœurs, ce que j'arrive pas du tout à m'imaginer. Mais les photos de famille sont assez incroyables. D'ailleurs, j'en mettrai peut-être une en illustration à ce moment-là. Pour toi, c'est quoi le sens de cet héritage familial? On parle parfois un peu de fierté, mais c'est un mot qui peut être un peu galvaudé, ou en tout cas auquel on peut mettre plusieurs sens. Oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir de notre famille? Est-ce que c'est réellement une fierté? Est-ce que c'est des leçons? Dans quel sens est-ce qu'on peut le prendre? Alors, tu parlais de la fierté. Je déteste que des gens me disent « Moi, je suis de telle famille, mon nom c'est un tel. » Moi, je suis très fier de mon nom Poisson. Ça a fait sourire quelquefois, surtout quand je dis que je suis du domaine maritime, que j'ai toujours travaillé dans le domaine maritime, qu'il y a eu des marins dans ma famille. Et même pour détendre l'atmosphère, je précise que je suis né sous le signe du Poisson. Mais bien sûr, on est fier de pouvoir dire qu'on a dans ses ancêtres, sans remonter trop loin, bien sûr, des gens qui ont eu un comportement exceptionnel, au sens positif du terme, bien sûr. Bien sûr, oui. Et l'exemple que tu viens de citer est effectivement exemplaire. L'exemple, les faits que tu viens de citer sont effectivement exemplaires. Il y avait dans la famille de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents un sens de la famille, d'abord, extrêmement développé, une forte solidarité et une idée du service qui se conçoit à peine maintenant. Mais du service aux autres. C'était remarquable. Alors, ça se traduit dans les circonstances qu'ils ont vécues, notamment la guerre de 14-18, ça s'est traduit par une histoire que l'on connaît dans de nombreuses familles de cette époque-là, mais particulièrement forte. Mon arrière-grand-père était maire de Rion-des-Landes. À ce titre, il annonçait aux parents qui venaient de perdre leurs enfants leur situation, il annonçait les décès pendant la guerre. Lui-même était veuf depuis très peu de temps et il s'est annoncé à lui-même le décès de 4 de ses enfants. Il avait donc, comme tu le disais, 6 fils et 3 filles. Sur les 6 fils, 4 sont morts à la guerre et les 2 autres ont été blessés ou ont connu des grosses difficultés de santé. Mon grand-père, paraît-il, disait que ce qui l'avait sauvé pendant la guerre, c'est qu'il avait été blessé 2 fois. Oui. Et donc, il a été écarté du champ d'honneur, comme on dit, et grâce à ça, il s'en est sorti. Moi, j'ai été aussi très marqué dans ma jeunesse par le décès de mon oncle, Xavier, qui a été tué en Algérie, c'était l'avant-dernier de la famille de 14. Oui. Il n'avait plus ses parents, il vivait donc chez son frère, qui était mon père. Il avait ses affaires chez nous, c'était en plus mon parrain, et pour moi, c'était un peu le grand frère. J'avais 6 ans lorsqu'il a été tué, et c'est un événement qui m'a fortement marqué et qui me marque encore. J'ai mis du temps à le réaliser, même si, évidemment, c'est un événement fort dans ma vie. À 6 ans, assister aux obsèques d'un homme de 27 ans tué comme ça marque. Mais c'était aussi dans cette philosophie du sens du devoir. Bien sûr, c'est un échec. Quelqu'un qui est mort, c'est toujours un échec. Quelqu'un qui est tué dans ces conditions, c'est un échec. Mais ça traduit quand même l'idée que s'il est mort, c'est qu'il est allé jusqu'au bout de ses convictions et de son engagement, surtout. Alors, on ne demande pas toujours...
On ne demande évidemment pas aux gens de mourir, puisque, encore une fois, c'est un échec, la mort. Bien sûr. Mais de s'engager, et de s'engager avec détachement, c'est une qualité remarquable. Et à ce titre, c'est vrai que je considère, moi, que c'est des exemples à citer avec des commentaires d'explication. Bien sûr. Aux enfants et même à tout le monde. Alors, on a une certaine fierté, mais on n'a pas le droit d'avoir de la fierté, parce que ça crée des devoirs. Quand on a des exemples comme cela, dans notre famille, ça crée des devoirs. Quand j'entends des gens qui me disent « moi j'appartiens à la famille un tel », je me dis ça veut dire que tu as des devoirs. Oui. Des devoirs. Rends-toi digne de tu ce as nom. bénéficié, tu dois te montrer digne des exemples que tu as reçus dans ton éducation. Oui. C'est un peu la même chose d'ailleurs pour les décorations. Oui, Si je peux me permettre cette comparaison, bien sûr. elle est peut-être un peu hâtive, mais moi, quand je vois des gens réclamer des décorations, et dans mon métier, j'ai instruit des dossiers, donc j'en ai vu, quand je vois des gens qui éprouvent une telle fierté qu'après ils font n'importe quoi, qui montrent sans arrêt leur décoration, bien sûr, il faut... Ça peut justifier une certaine fierté. Mais ils oublient souvent que ça crée des devoirs. Qu'est-ce que c'est qu'un ordre ? Un ordre, ça consiste, quand vous êtes admis dans un ordre, par exemple la Légion d'honneur, eh bien on vous dit, vous avez certains mérites que vous avez pu montrer en certaines circonstances, eh bien rejoignez-nous dans cet ordre, et là, vous allez pouvoir continuer à le mériter. mettre vos mérites en action. Oui. C'est ça que ça veut dire, mais on l'oublie trop. Pourtant, il suffit de lire les textes, c'est ça. Oui. Oui, on le prend comme une reconnaissance d'un acquis, alors qu'en fait, c'est une invitation à prolonger l'action. On le prend pour une distinction. Distinction, ça peut vouloir dire que vous êtes le meilleur de tous et qu'on veut le dire à tout le monde. Mais en fait, non, c'est pas ça une distinction honorifique. J'aime pas trop le terme honorifique d'ailleurs. C'est une distinction, c'est ça, c'est vous dire, puisque vous êtes bon, on vous attend encore sur autre chose. Oui. Donc ça crée des devoirs. Si on a eu cette distinction, c'est peut-être qu'on a eu l'occasion d'exercer certaines qualités qu'on a acquis par ailleurs, et donc on n'est pas toujours le seul responsable de la décoration que l'on reçoit. Bien sûr. Après aussi, il faut relativiser énormément les décorations, parce que justement, ce dévoiement de l'explication fait qu'il y a des gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir une décoration. Juste pour finir sur ces décorations, moi j'ai reçu quelquefois, puisqu'on donnait un avis sur tout le secteur maritime, j'ai reçu des demandes d'instruction de dossier. Il m'est arrivé d'écrire une lettre en disant surtout, il ne faut pas donner cette décoration à ce monsieur ou à cette dame pour telle et telle raison. Et ce n'était pas personnel, c'était pour des raisons objectives, universelles. Et je savais très bien, même en écrivant cela, que la personne aurait sa décoration. Et ça a été démontré par la suite. Donc il faut aussi relativiser la décoration. Et je reviens un petit peu sur les oncles, parce qu'il y a peut-être 3-4 ans, j'avais fait tout un travail on a des caisses entières de lettres de cette époque-là. Et donc j'avais fait ce travail dans lequel tu m'avais aidé d'ailleurs, de tri de ces lettres, de les classer, de les mettre dans l'ordre chronologique. Et donc j'ai lu toutes ces lettres. Il y en a une en particulier qui m'avait marqué. C'est celle de ton grand-oncle. Je crois que c'est Xavier qui a écrit cette lettre. Alors qu'il vient d'apprendre la mort de son frère. Son père lui a écrit, donc ton arrière-grand-père lui a écrit pour lui annoncer cette mort. Il lui répond une lettre magnifique, dont il y a une phrase dont je me souviens par cœur, qui est « J'envie le sort du glorieux disparu ». Et je trouve qu'il y a alors dans toute cette lettre, de toute façon, il y a des mots d'un autre temps qu'on dirait plus aujourd'hui, parce que je trouve que la relation à la vie, à la mort, la relation au pays, à la patrie, à toutes ces idées-là, semble un peu désuète aujourd'hui. Et pourtant, je trouve qu'il y a en même temps une forme de choses qui restent modernes dans toutes ces lettres-là, dans le lien familial qui existe. Donc il y a vraiment de tout dans ces lettres. Il y a cette lettre-là qui est absolument incroyable. Et puis il y a mon arrière-arrière-grand-mère qui raconte qu'elle allait à la ferme d'à côté jouer au bridge la veille, quoi. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a de tous les styles. Mais c'est vraiment, je trouve, marquant. C'est des marqueurs d'une époque
que je trouve passionnant. Et en même temps, je me dis, c'est pas forcément évident d'en parler à mes neveux, à mes nièces. Je n'ai pas encore d'enfants, mais plus tard à mes enfants. Donc, je ne sais pas comment est-ce que toi, tu l'aborderais, ces sujets-là. Est-ce qu'il faut les enseigner, parce qu'il faut parler de ces lettres-là pour vraiment les mettre dans le contexte et leur dire ce qu'il faut en retenir, ou est-ce qu'il faut laisser finalement les jeunes en retenir ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas forcément évident? Non, on ne peut pas, surtout pour un jeune qui ne connaît pas bien l'histoire, on ne peut pas laisser ces lettres dans n'importe quelle main. J'avais même à un moment envisagé, puisque c'était au moment où tu as fait le tri, je ne t'ai pas beaucoup aidé, tu as fait vraiment beaucoup de travail, et j'étais très heureux et content que tu fasses, et fier même que tu fasses ce travail, fier que tu t'y intéresses. J'avais envisagé de les exposer dans le cadre d'une exposition sur la guerre de 14. Je ne sais plus quelle occasion d'anniversaire c'était, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il faut expliquer à la fois le contexte historique et aussi peut-être le contexte familial et mieux connaître la personne qui a pu écrire ces choses-là. Sinon, on peut penser que c'est du fanatisme. Et moi-même, à certains moments, je me suis interrogé. Pour écrire des choses pareilles, est-ce qu'il ne faut pas être un peu fanatique? Fanatique pour sa patrie ou aussi pour sa foi, parce que c'était tous des hommes qui exprimaient beaucoup leur foi en Dieu, dans le cadre de la religion catholique. Et donc, on peut se poser la question, légitimement, est-ce que ce n'est pas du fanatisme? Bon, après, quand on connaît mieux la personne qui l'écrit, c'était pas non plus... il y en a qui étaient polytechniciens, ça ne veut pas dire que il faut être polytechnicien pour s'exprimer là-dessus comme ça, mais tous avaient une richesse d'expérience déjà, même s'ils étaient très jeunes, ils avaient vécu beaucoup de choses. La guerre de 14, ça fait mûrir rapidement. Oui, mais même sans la guerre, je pense qu'on grandissait plus vite aussi à cette époque-là. Oui, en plus, c'est vrai. Donc, il faut être prudent en communiquant ces témoignages de générations antérieures. Et en même temps, il ne faut pas les déformer. Donc, c'est difficile. On va passer à une autre étape de ce podcast. Donc, tu vas avoir 10 minutes pour me poser les questions que tu veux. Après, on reviendra sur... J'ai d'autres questions, bien sûr, encore pour toi. Et là, donc, c'est ton tour de me poser les questions. Oui, alors ça, c'est un peu piégeant, surtout pour un père. J'ai mis le minuteur, tu as 10 minutes. 10 minutes. Bon. Alors, j'aimerais bien que tu nous dises déjà pourquoi tu t'intéresses au chant. Tu nous as beaucoup surpris à Marseille. Je reviens toujours sur Marseille, sur ces années seconde, première terminale, et ensuite du droit. Enfin, c'est là que tu étais inscrit en tout cas. Alors qu'on était préoccupé, y compris par tes fréquentations d'amis ou de camarades, souvent à tort, hein, mais vu ton comportement, ça nous préoccupait. Un jour, un samedi, je crois, avec ta mère, tu nous as demandé si le lendemain, ça ne nous intéresserait pas d'assister à un concert de la chorale Angelos qui était lié à ton collège. Lycée. Bien sûr, on s'est regardé surpris, mais agréablement surpris. On t'a répondu, mais bien sûr, avec plaisir. On commençait à chercher ce que tu avais derrière la tête, quelle idée tu avais derrière la tête. Et donc, on est allé au concert. On a été vraiment... on a été sidéré par la qualité de cette chorale, par l'ambiance qui régnait dans cette chorale. Le concert a été pour nous une grande découverte. On ne connaissait même pas l'existence de cette chorale. Et à la sortie, tu nous as demandé l'autorisation de t'y inscrire. On nous l'a changé. C'est pas possible. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. J'y crois, mais quand même, il ne travaille pas tout seul en général. Donc on a cherché qui avait pu intervenir. Alors à partir de cette anecdote, depuis, tu es rentré à la chorale, tu t'es engagé, investi considérablement, pas seulement pour chanter, mais aussi pour t'occuper des jeunes qui rentraient et pour les éduquer à ta manière aussi. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'avait motivé vraiment dans ce moment-là,
Et en quoi ça t'a servi par la suite et ça te sert toujours? Déjà, la première chose, en fait, c'est tout simplement qu'il y avait mon pote Samuel qui était dans la chorale. Je regardais ça d'un peu loin quand je suis arrivé parce que il y avait l'époque choriste qui avait eu lieu peut-être 5-6 ans plus tôt. Donc, je voyais ça un peu, ça me faisait rigoler, quoi, la chorale, les petits chanteurs à la croix de bois. Voilà. Et puis, en fait, je voyais Samuel qui se marrait, qui est très devenu un de mes meilleurs potes dans ce lycée. Et donc, je me suis dit, en fait, Samuel, c'est pas du tout une grenouille de bénitier ou quoi. C'est un mec assez marrant. Pourquoi pas voir un peu ce qui se passe là-dedans. Et donc, j'avais fait j'avais fait peut-être pas des soirées à l'époque, mais en tout cas, j'avais rencontré d'autres choristes avec qui ils s'entendaient super bien. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance dans ce truc-là. Donc, ça me plaisait bien. L'idée de chanter, alors ça, c'était un truc que j'aimais beaucoup dans le scoutisme aussi, les chants qu'on travaillait dans les veillées, enfin, pas travaillé, mais qu'on chantait justement, dans les veillées ou ce genre de choses. C'était une des choses que je préférais dans les veillées dans le scoutisme. Et donc, ne faisant plus de scoutisme à ce moment-là, je trouvais ça intéressant d'aller vers là et d'avoir ce truc où, en gros, il y avait une tournée pendant 3 semaines l'été où on était avec des copains, on voyageait, on se marrait, on chantait. Enfin, moi, c'était vraiment tout ça qui m'avait plu. Donc, il n'y avait pas d'intention cachée derrière. Non, j'ai bien compris. Il n'y avait pas d'intention cachée derrière. Non, c'était vraiment ça, l'ambiance générale que j'avais découvert là-dedans et qui était assez éloignée de l'image que je me faisais d'une chorale. Et après, ce que ça m'a appris pour la suite, déjà une forme d'exigence, parce que donc, cette chorale, elle était animée à l'époque, alors maintenant, il a arrêté il y a 2 ans maintenant, de gérer cette chorale. Elle était animée par Patrick, qui était un homme qui est toujours d'ailleurs un homme remarquable, engagé pour la jeunesse, pour les jeunes, tout au long de sa vie. Une référence dans ton éducation. Exactement, une vraie référence, parce que pendant 40 ans, il s'est engagé pour les jeunes. Il était CPE du collège, c'est un établissement où il y avait collège-lycée, il était CPE du collège, mais sa mission auprès des jeunes, elle allait bien au-delà de ça. Il s'est mis, donc pendant 40 ans, il a animé cette chorale, donc c'était les répétitions, c'était sur son temps de travail, c'était du bénévolat, il n'était pas rémunéré pour ça. Les répétitions des 4 voix, enfin des 4 pupitres, les répétitions en voix commune, les concerts pendant les week-ends, la tournée d'été, c'était 3 semaines, donc il prenait sur 3 semaines de son été pour ça. Donc rien que la chorale, déjà, ça aurait été un engagement incroyable. Mais il ne s'arrêtait pas là. À côté de ça, il y avait le chalet de Ristolas. C'était un chalet dans les Alpes. Là encore, de façon bénévole, sur son temps de vacances, il animait, je crois qu'il y avait 2 ou 3 semaines de camp où il accueillait des jeunes du lycée et du collège pour ceux qui parfois pouvaient pas aller en vacances ou même tout simplement avoir des camps un peu originaux, un peu plus sympas où ils nous partageaient tout ça. Donc 2-3 semaines l'été, il y avait le camp de février, le camp du ski, donc 2 semaines de vacances de février, il les passait avec les jeunes au chalet. Il y avait ça aussi aux vacances de la Toussaint. Les vacances de Pâques, il les passait avec les lycéens, enfin avec les terminales, où il faisait un camp de préparation au bac. Donc cet homme a passé sa vie pour les jeunes. Donc pour moi, c'est une référence incroyable, effectivement. Et donc il animait tout ça. Et c'est ça aussi que j'ai apprécié, et ce goût de la transmission. Alors je suis très proche de mes neveux et de mes nièces, j'aime beaucoup passer du temps avec eux. Et je pense que je l'étais déjà avant de rencontrer Patrick, mais je pense que non, j'avais pas de neveu avant, mais je pense que je l'étais de façon assez naturelle, mais je pense que ça a renforcé ça aussi, ce goût de la transmission pour les jeunes, mais même en dehors de ça, mon métier c'est de la transmission, c'est de transmettre ce que je connais de la parole, de la conviction, et c'est ça aussi, je pense, qui m'a donné ce goût-là. Et ensuite, il y a l'exigence de l'excellence. Patrick a toujours été quelqu'un de très sympathique, mais on s'est pris de ses roustes. C'était un Marseillais, un vrai. Et puis... J'ai vu quelques épisodes très significatifs, oui. Oui, j'en ai vu quelques-uns, ouais. Il pouvait gueuler. Oui, mais il était tellement reconnu et respecté de ce fait que on laissait passer la vague. On lui disait, on ne songeait même pas, cause toujours Philibert, tu m'intéresses. C'était bien entendu. Oui. Après, on savait à quel point il pouvait
déborder un peu dans les excès de langage, pas de langage, de... Aussi parfois de l'orgasme, mais pas que quand il y avait les parents. Mais on voyait bien qu'il y avait une relation de respect et de confiance Bien sûr. qui est extrêmement importante, pas seulement pour la chorale, pour une activité de ce type, de manière plus générale, et qui soude la vie communautaire. Ah ouais, bien sûr. Et puis c'était, malgré tous ces excès, c'est parce que pour lui, ça servait le devoir qui s'était fixé, de l'excellence, de la transmission. Oui, je comprends. Et ça se ressentait à travers ça. Cet engagement, il passait aussi par ces excès de langage, mais qui nous ont jamais dérangé outre mesure. On savait que si on se prenait une rouste, c'est que dans le fond, il avait raison. Oui. Et donc, effectivement, on écoutait et ensuite on agissait. Et on se souvenait. Et on se souvenait, exactement. Et c'était surtout sur tous les domaines, que ça soit sur la qualité du chant. Il était très exigeant et c'est, comme tu l'as dit, c'est vrai que la première fois qu'on allait les voir en concert, on a tout de suite vu cette excellence dans le chant, et ce qui nous permettait ensuite de faire des tournées incroyables. J'ai eu la chance de chanter sous le dôme de Salzbourg où Mozart composait, de dire une messe, de chanter pour une messe à San Marco à Venise. On a eu l'occasion de chanter dans des endroits absolument incroyables. Et c'était grâce à cette qualité et à cette exigence que Patrick attendait de nous. Je pense que je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il nous a transmis. Et cette excellence, je l'exige aussi. Cette excellence, je l'exige de moi-même aujourd'hui dans mon métier. Tu te l'imposes. Voilà, je me l'impose. Dans la création de contenu, je passe beaucoup de temps là-dedans parce que je veux que ça soit aussi parfait que ce que je peux faire. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais j'y mets tout ce que je peux. Tu te fixes un objectif et tu veux t'en approcher le plus possible, comme dans la qualité du chant. Exactement. Et d'ailleurs, Patrick commençait toujours par ça. Moi, quand j'y suis allé passer une audition, je n'osais pas y aller parce que je ne savais pas chanter du tout à l'époque. Je chantais faux comme pas possible. Comme moi. Et voilà. Et je n'osais pas y aller. Et mes potes m'ont dit, mais tu sais, moi non plus, je ne savais pas chanter. Patrick, s'il fait passer une audition, c'est pas pour sélectionner. Il ne veut pas prendre des jeunes qui savent chanter. Son idée, c'est que tout le monde peut apprendre à chanter. S'il fait passer une audition, c'est juste pour savoir dans quel pupitre tu vas être. Il va écouter ta voix, même si c'est faux, il va identifier, savoir si tu es ténor ou basse. Et en fait, c'était juste ça. Et après, tu fais comme tu peux. Il va t'aider à avancer et il va te permettre d'aller aussi loin que tu peux, comme tu peux, mais en tout cas, il va être exigeant et il va te permettre de chanter juste. Et effectivement, je pense que j'ai appris à chanter juste grâce à lui. Aujourd'hui, c'est moi qui anime les messes de baptême. Je laisserai quand même une deuxième question après, mais je termine là-dessus. Mais c'est moi qui anime les messes de baptême, etc. Pour tous les baptêmes de mes neveux et nièces, pour les 11. D'ailleurs, j'ai dû faire les 11. Parce que j'ai eu la chance d'apprendre à chanter grâce à Patrick. Ouais. Tu es très attaché à faire du sport régulièrement. Ça t'aide dans ton métier ou c'est juste pour toi ? Ça m'aide dans mon métier et c'est pour moi. En fait, de toute façon, je suis dans un métier où aujourd'hui, j'ai peu de détachement entre mon métier et moi. C'est parfois difficile pour Camille, pour mon épouse, mais j'ai un métier de passion dans lequel je travaille seul. J'ai personne au-dessus de moi, j'ai personne en dessous de moi. Si le travail n'est pas fait, il n'est pas fait. Donc le sport, pour moi, va un peu dans les deux. C'est que moi, ça me fait me sentir bien, ça me fait gagner en énergie, et donc ça me rend plus efficace. Donc sur l'aspect professionnel, pour moi, c'est essentiel. Je le vois très bien. Les moments où, pour une raison X ou Y, j'arrête de faire du sport, je suis beaucoup moins efficace dans mon travail. Je manque d'énergie. Contrairement à ce qu'on croit, faire du sport, ça ne mange pas d'énergie, ça en crée. Donc j'ai vraiment besoin de ça. Et puis, sur le plan plus personnel, c'est aussi, j'en ai besoin parce que je m'y suis mis un peu après le Covid. J'avais commencé un petit peu avant, mais après le Covid, j'ai gonflé d'un coup. J'ai vraiment gonflé d'un coup et j'étais pas bien. Moralement, mentalement, ça me minait d'être comme ça. Et donc, je me suis mis cette exigence d'y aller. Et là, je fais un peu moins de sport en ce moment. J'ai repris un peu. J'en suis pas encore au niveau de l'après-Covid. Mais là, je sais que je vais commencer un nouveau sport que je faisais pas. C'est que je vais commencer à courir. Parce que le sport majoritairement que je fais, c'est d'aller à la salle de musculation. Je fais un peu de tennis aussi avec Camille. Mais je pense que je vais rajouter de la course pour faire un sport un peu plus régulier, alterné comme ça, et pour en faire quasiment tous les jours. Mais c'est un temps investi en fait. Ça me prend peut-être 1 heure, 1 heure et demie par jour, mais c'est du temps gagné, parce que le reste du temps, je suis beaucoup plus efficace. Dans les inquiétudes, c'est pas les inquiétudes, mais enfin des interrogations qu'on a pu se poser sur
sur ta vie qui nous a quand même réservé pas mal de surprises. Et ça continuera sans doute, tant mieux. Lorsque tu as choisi de t'engager dans cette voie, c'est vrai que le Covid nous a un petit peu aidés. Il a eu ça de positif, c'est que tu n'avais plus d'emploi, puisque tu étais attaché parlementaire et que tu n'as pas été renouvelé dans ton poste. La parlementaire en question est devenue ministre. Et donc, tu as décidé de... Tu avais très peu de chances de trouver un job dans les conditions du Covid. Et tu as décidé de te préparer à cette nouvelle activité de formateur et coach en prise de parole en public. D'ailleurs, je trouve que le terme est un peu réducteur. Si tu peux nous commenter un peu plus les activités autres que prise de parole en public, ça délimitera mieux probablement ce que tu fais. Oui. Mais au départ, c'est vrai que ça présente un risque. Créer une activité, se lancer seul. À ce moment-là, tu étais aussi seul, c'est-à-dire que tu n'avais pas d'engagement familial. C'était aussi une autre opportunité. Mais depuis, tu as eu aussi récemment une opportunité de prendre un poste de salarié dans une entreprise qui te plaisait beaucoup, où les gens, je veux dire, l'activité te plaisait, les personnes qui te proposaient l'emploi t'étaient fortement sympathiques et tu aurais bien aimé travailler dans le cadre de leur entreprise avec eux. Tu avais un salaire confortable, sans doute mieux que ce que tu peux recevoir. Oui, tout à fait. Oui, c'était mieux payé que ce que je me paye actuellement. Oui. Et bon, moi, tu le sais, tu t'es donné 2 jours de discernement fort. Et je me disais à la sortie, peut-être qu'il va choisir la sécurité. Pour un père, c'est assez naturel. Même si je te faisais confiance sur le choix. Et effectivement, tu n'as pas choisi la sécurité. Ça veut dire que tu as confiance dans l'avenir. Oui. Donc, sur le périmètre de ton activité et sur cette confiance dans l'avenir, si tu peux me dire un peu plus. Alors déjà, sur le périmètre de mon activité, alors déjà, je parle de moins en moins de prise de parole en public et de plus en plus de prise de parole. Parce que c'est un peu différent. Quand on parle prise de parole en public, on pense parler à une foule. En réalité, c'est pas forcément ça. Il faut l'exprimer, cette nuance, parce que tu vois, même moi, je trouvais que c'était un peu réducteur et j'avais pas nuancé. Oui. Alors, alors, je vais voler la phrase d'un de mes camarades formateurs, qui est Guillaume de Jovinet, qui est accessoirement aussi un très bon copain. En gros, il a une phrase qui est de savoir dire et se dire. Et je pense qu'il y a un peu de ça. C'est savoir dire ce qu'on a à dire et savoir se révéler par la parole. Donc, pour moi, ça va être le plus souvent en milieu professionnel, donc parfois avec des dirigeants, dans le cadre d'un pitch pour une levée de fonds, dans le cadre d'un pitch pour de la vente, parfois pour s'exprimer dans les médias. C'est assez varié. Et puis parfois pour les équipes, que ce soit les directeurs, les salariés dans les entreprises, parce que il y a là aussi des enjeux de communication qui sont évidents sur le fait de parler avec les clients, de bien se faire comprendre avec les prospects, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on peut faire, sur les solutions, etc. Et puis parfois là aussi en externe, avec de temps en temps des médias, ou parfois sur du recrutement, de bien présenter la société, etc. Donc déjà, il y a tous ces enjeux-là auxquels je vais répondre, sur lesquels je vais les accompagner. Ça, c'est une énorme partie de mon travail. C'est surtout le cadre de l'entreprise. Et après, il y a une partie dans laquelle je suis encore parfois un peu. Alors avec les élections législatives qui arrivent, on verra si peut-être que ça va remonter pendant quelques semaines, mais qui est l'accompagnement des politiques. C'était mon métier initialement, hein, comme tu l'as dit, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale. J'ai travaillé avant ça auprès d'un président de département comme conseiller communication et attaché de presse. Et donc, la parole politique, je la connais aussi. Et elle présente quand même des différences par rapport à celle de l'entreprise. Déjà parce qu'on ne travaille pas de la même façon, on n'a pas les mêmes enjeux. Tout est très différent. Et donc, je travaille un petit peu aussi sur cette parole politique, où là, le terme prise de parole en public est beaucoup plus adapté finalement, parce que là, c'est vraiment le but, c'est de parler au public et pas aux clients, pas de parler aux salariés, etc. Donc, on est vraiment beaucoup plus sur la foule et le grand public. Je le fais encore un peu. J'aime bien le faire, mais c'est pas le plus évident, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que la plupart des partis politiques
paye mal, tout simplement. Paye mal, donc je ne sais pas ce que je vais rechercher. Je ne le refuse pas quand on vient me chercher parce que c'est intéressant. Et c'est avant tout l'attrait pour la politique qui m'a mené à la prise de parole. Donc c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de travailler avec des politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs. Mais voilà, ce n'est pas l'essence de mon métier. Et ensuite, cette question sur ce métier, enfin ce poste que j'ai refusé, c'était effectivement un très très gros dilemme parce que on n'a pas encore d'enfant avec Camille, mais ça fait partie des projets. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai pris en considération. Est-ce que je peux ou non entretenir une famille? Alors, je ne suis pas seul, hein, Camille travaille aussi. Mais est-ce que ça sera suffisant, etc. Et avec aussi, dans la ligne de mire, le fait que mon activité croît d'année en année. Donc, normalement, les choses ne peuvent qu'aller de mieux en mieux. Et effectivement, là, à ce stade de l'année, j'ai déjà quasiment réalisé le chiffre d'affaires que j'ai fait sur l'année en 2023. Donc j'ai pris tout ça en considération. Effectivement, ce poste m'intéressait beaucoup. Les personnes avec qui j'allais être amené à travailler me plaisaient beaucoup. C'est toujours d'ailleurs des personnes remarquables et que j'apprécie beaucoup. La boîte dans laquelle c'était marche très bien aussi. C'est une très belle boîte que j'apprécie beaucoup. Mais il y avait aussi cette question de l'indépendance. J'ai une façon de travailler, et je pense que chaque formateur a une façon de travailler qui lui est propre, à la fois dans le choix des clients avec qui il travaille, dans le type de personnes avec qui il travaille, et des secteurs dans lesquels il veut un peu plus se développer. Moi, je m'oriente beaucoup vers le pitch, parce que je me rends compte que c'est une forme de métapolitique, en fait, d'accompagner des entrepreneurs. Les entrepreneurs, je pense, forgent la société. Les projets entrepreneuriaux décident de l'avenir. Parce qu'on décide des innovations dans lesquelles on va investir. On décide, en ce moment, on travaille beaucoup sur l'investissement à impact. C'est une tendance sociétale, une tendance entrepreneuriale, mais qui est aussi sociétale. Et donc, accompagner des entrepreneurs là-dessus, pour moi, c'est une forme d'action sur la société. Donc, c'est ça qui me plaît beaucoup. Et c'est moins présent dans l'entreprise dans laquelle j'allais être amené à travailler. Donc ça me peinait un peu de lâcher ce côté pitch que j'aime beaucoup. Et puis, il y a une forme de liberté aussi d'organisation de mon temps. Cet été, je vais passer beaucoup de temps à Issel. Je vais travailler, bien sûr. Ce n'est pas des vacances tout le temps. Je vais prendre 2-3 semaines de vraies vacances. Mais je vais passer un peu plus d'1 mois à Issel. L'idée, ça va être de travailler quand même à ce moment-là. Et ça, je ne pourrais pas le faire, typiquement, si j'étais dans cette société, dans cette boîte-là. Parce que, et c'est normal, il y a forcément un besoin d'être sur place, d'être présent, d'être au contact des personnes avec qui on travaille. Donc cette liberté, ça me peinait. Je pense que pour une vie de famille, c'est une liberté aussi, de pouvoir contrôler son temps comme on le souhaite. Typiquement, j'ai tendance à travailler très tôt le matin, à être un peu moins actif l'après-midi. Je travaille quand même, mais je fais une petite sieste en début d'après-midi tous les jours. Là encore, c'est une question de gestion de mon énergie. Et puis, je travaille. Pendant un moment, je travaillais souvent très tard le soir, parfois quitte à faire des nuits blanches, ce que je fais plus du tout en fait maintenant. Mais voilà, c'était une façon de gérer mon temps comme je le souhaitais. Et je pense qu'avec une vie de famille, ça peut se compléter. De pouvoir me dire, je ne prends pas de clients de telle heure à telle heure parce que c'est l'heure où je vais chercher mes enfants à l'école. C'est l'heure où je vais accompagner mes enfants dans leurs devoirs, ce qui peut potentiellement laisser aussi plus de place à Camille pour son développement professionnel aussi. Tout à fait. Donc c'est des arbitrages comme ça que j'ai pris en compte. Et puis on en a discuté avec Camille. Elle m'a laissé totalement libre de mon choix. La seule chose qu'on s'est dit, et qu'elle m'a dit d'ailleurs, c'est elle qui me l'a dit, et j'étais totalement d'accord avec elle, c'est que si je décidais de continuer, je ne pouvais pas continuer comme je le faisais jusque-là. Il fallait que j'ai un projet beaucoup plus établi de développement. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai développé 2 axes, j'ai réfléchi à 2 axes sur lesquels je vais travailler. Il y en a un sur lequel je suis vraiment en train d'avancer, c'est celui du pitch. Et il y en a un autre, dont je ne vous parle pas pour l'instant, je t'en parlerai après papa, mais sur lequel je vais beaucoup travailler cet été, qui est un autre axe de développement qui me permettra normalement de dégager de la croissance et donc d'assurer aussi une forme de pérennité et de sécurité sur ce travail, tout en maintenant cette liberté. Voilà pour toutes ces réponses. On va revenir à toi. Donc, tu es maire d'un village qui s'appelle Issel, qui est situé entre Carcassonne et Toulouse, à côté de Castelnaudary, pour ceux qui connaîtraient.
Un très beau village, le plus beau village de France, on le dit souvent, voire du monde. C'est une commune de 500 habitants. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que le quotidien d'un maire d'une petite commune? C'est quoi le type de choses que tu es amené à gérer, à régler? Parce que je pense que les gens ne voient pas ce qu'il y a derrière ce métier, enfin pas ce métier, mais ce mandat de maire. C'est un métier où on fait un peu de tout. Un peu comme je l'ai fait dans beaucoup de mes affectations, où on s'occupe du détail comme du fondamental. Ce qui compte dans un village comme le mien, 500 habitants, oui, c'est de vivre avec la population. Et ce qui me plaît dans l'activité, c'est les contacts au quotidien qu'on a avec la population. Et je n'arrive pas à connaître tout le monde, parce qu'il y a des gens qui veulent rester discrets, qui sont de passage. Mais on a un village qui est animé, j'ai un conseil municipal très engagé, où tout le monde est motivé, où on s'entend très bien, une bonne ambiance, et tout le monde veut... Quand je dis ça serait bien, ou quand quelqu'un dit ça serait bien qu'on s'occupe de telle ou telle chose, ou qu'on monte tel ou tel projet, il y a toujours des volontaires. Ouais. C'est pour ça que que j'y travaille agréablement. Et ça veut dire que au sein de l'équipe, mais aussi ça irradie autour, il y a une ambiance dans ce village, une atmosphère de solidarité, de convivialité, qui est accentuée par les événements que l'on crée. On a créé un petit marché du vendredi soir, vendredi fin d'après-midi, qui est animé pendant l'été. Qui est très sympa, il y a un canard fabuleux là-bas. Il y a des producteurs locaux qui viennent vendre leurs produits. Il y a 2 élus qui arrivent avec leur plancha pour préparer ce qui est acheté, et on met des tables, des chaises, de la musique en général, du karaoké maintenant. Oui, là. parfois du karaoké. Et tout ça se passe en famille. Et si vous n'êtes pas de la famille, vous êtes admis comme si vous en faisiez partie, comme un nouveau. Et vraiment, ça crée une ambiance très familiale. Alors, j'y suis viscéralement attaché à ce village, j'y suis né, et j'ai été privé d'y vivre, puisque la mer n'est jamais arrivée jusqu'à Issel. Oui. Et malgré les promesses de mon père, qui lui-même a été maire de ce village. Ce que j'allais dire, c'est que Kouka a été maire pendant 30 ans de ce village. Il a été maire pendant 30 ans. Tu n'as pas pris la suite, il y a eu une intervalle de 20 ans entre les deux. Voilà. Alors lui, il n'était pas du tout né là. Il était venu parce que c'est son épouse, ma grand-mère, qui était de là. Mais il s'est parfaitement intégré. Son épouse, ta mère, tu veux dire? Ta grand-mère. Ma grand-mère, oui. C'est ce que je voulais dire. Qui était là, qui était de là. Mais il s'y est parfaitement intégré. La preuve, c'est qu'il a été maire jusqu'à sa mort pendant 30 ans. Voilà. Après, ce qu'on fait, c'est difficile de le décrire en quelques secondes. Je reçois des coups de fil pour des chiens qui aboient, quelquefois, pour un chat qui est mort et dont on ne sait pas à qui il appartient. Mais à côté, on a préempté sur un terrain constructible pour faire un lotissement, parce qu'on a un projet de création ce qu'on appelle de l'habitat inclusif, c'est-à-dire quelques logements pour des personnes âgées qui sont suffisamment autonomes pour vivre dans leur logement, mais qui ont besoin quand même de se regrouper pour avoir un minimum de solidarité et de convivialité aussi. Ouais. Et peut-être d'assistance, je ne sais pas s'il y a des... Et un peu d'assistance, voilà. Et puis aussi parce qu'on ne veut pas que n'importe quel promoteur arrive, achète un terrain et fasse n'importe quoi, qui n'ait rien de l'architecture et du mode de vie que nous avons. Nous sommes soucieux de notre quiétude, de notre qualité de vie rurale. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de connaître ses administrés, même si ce n'est pas tous, mais une bonne partie, de connaître les problèmes sur lesquels on peut agir, plus ou moins, de rendre des services, même qui ne sont pas ceux d'un maire, soit directement, soit par l'intermédiaire des services de la mairie. Je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement. Nous avons quand même beaucoup de contraintes réglementaires ou par les politiques publiques. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait partie aussi d'une communauté de communes. Et il y a un certain nombre de compétences qu'avaient les maires et qu'ils n'ont plus, qu'avaient les communes qui sont passées en communauté de communes. Et donc, le métier de maire qui a connu mon
enfin le métier, l'activité de maire que mon père a connue n'est plus celle que je connais maintenant. Oui, c'est assez différent. Je vais changer complètement de sujet. Parce qu'on on approche de la fin et il y a quelques sujets qu'on n'a pas encore évoqués et je pense que c'est intéressant de revenir dessus. C'est que tu as eu une enfance un peu particulière, dans le sens où tu as été pensionnaire, en pension complète, de tes 8 ans jusqu'à tes 18 ans. Donc c'est quelque chose qui peut paraître un peu hors du temps aujourd'hui. Je ne pense pas que ça existe encore, des pensions pour des âges aussi jeunes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période, comment tu l'as vécue, nous décrire un peu tout ça? Alors, il faut relativiser beaucoup les choses. Là aussi, les situations ne sont pas les mêmes selon les générations. Moi, j'étais effectivement pensionnaire, sortant de ma campagne profonde, où j'étais à l'école communale, et je suis devenu pensionnaire à Toulouse, à 1 heure de route de chez moi. Je sortais presque tous les week-ends, pratiquement tous les week-ends. Alors les week-ends, ça ne commençait pas le vendredi soir, ça commençait le samedi soir et ça finissait le dimanche soir ou le lundi matin. C'était oui, d'accord, c'était beaucoup plus court. Ouais. Comment je l'ai vécu? Bon, d'abord, j'avais un père qui avait lui-même été pensionnaire, plus tard quand même, pas à 8 ans. Mais quand il était pensionnaire, lui, il sortait pour les vacances scolaires. Il ne sortait pas le week-end. Et donc, quand je lui disais que j'avais le cafard, il n'en rigolait pas, ça l'embêtait, mais il ne comprenait pas trop, quoi, naturellement. Alors, je l'ai à la fois bien et mal vécu. J'ai très mal vécu l'arrivée. J'avais l'impression de devenir brutalement un homme parce que j'allais être pensionnaire, j'allais vivre loin de chez moi, avec d'autres camarades. Et donc, c'était pour moi une étape très marquée, forte dans ma vie, et je devenais presque un adulte. Ouais, et puis, surtout, il faut s'imaginer un garçon de 8 ans. Enfin, imaginez chez vous, si on est près de vous. Enfin, c'est très jeune. Quand je vois mes neveux aujourd'hui, je me dis... Mais c'est ce que je me dis. Quand je les vois arriver à 8 ans, je me dis, à son âge, j'étais pensionnaire. Ouais. Et je l'ai mal vécu, ça, c'est clair. Je n'ai pas bien supporté les premières années de pension. D'ailleurs, même, j'ai eu un peu de mal à vivre, surtout marqué probablement par ces premières années, les limitations de liberté. Oui, je comprends. Mais après, et puis l'éloignement familial. En même temps, je me dis maintenant que le besoin de famille, je l'ai particulièrement ressenti parce que ma famille me manquait. Ouais. Et que j'ai bien pris conscience, ça a été l'occasion pour moi, l'opportunité même, de prendre conscience de ce qu'est la famille, le cadre familial, parce qu'il me manquait quand ma sœur, qui n'était pas pensionnaire parce que simplement il y avait une école plus proche qui pouvait l'accueillir et qui était de bonne qualité, quand ma sœur se faisait un peu bousculer par mes parents, je l'enviais presque de pouvoir se faire bousculer. Ouais. Parce que moi, je ne les avais pas à côté pour me remettre sur le droit chemin. Ouais. Bon. Et puis pendant le week-end, je pense qu'il devait être attentif quand même à ne pas trop le faire. Ouais. En tout cas, ça c'est peut-être le côté un peu négatif. Je pense que j'étais beaucoup trop jeune. Et puis que ce n'était pas mon tempérament. Il y a des enfants qui avaient le même âge que moi, qui rentraient en pension. On n'était quand même pas très nombreux à cet âge-là. Mais qui l'acceptaient parfaitement, qui s'y faisaient très bien. C'est une question de tempérament. Mais encore une fois, l'absence de la famille fait prendre conscience de ce qu'est la famille. Et encore maintenant, je le pense. Après, ça apprend la vie communautaire. Ouais. Et ça, c'est extrêmement riche. En plus, à l'époque, on vivait dans des dortoirs. On avait... Une fois que les externes étaient partis, moi je ressentais, je crois que c'était assez partagé, non pas une certaine joie de les voir partir, on avait des amis parmi les externes, mais on se retrouvait un peu en famille, entre pensionnaires. C'était pas la même relation. Et puis, il y avait une certaine rigueur de discipline. Quand on circulait, on était en rang, on n'avait pas le droit de parler, on le faisait quand même, enfin, avec modération. Et il y avait des tolérances. Oui, mais c'était un apprentissage. Ensuite, on dormait dans des dortoirs
Oui, c'est des immenses dortoirs. C'était pas alors les petites chambres avec lits à baldaquin comme vous pouvez voir lorsque aujourd'hui. j'avais 8 ans, il devait y avoir une quarantaine de lits dans le dortoir. Ouais. Et lorsque je suis arrivé en 6e, il y avait 2 dortoirs, le dortoir des plus jeunes et le dortoir des plus vieux. Chacun faisait son lit. Ouais. Donc, il fallait bien repérer son lit. Et de préférence, ne pas trop se lever la nuit, parce qu'on avait du mal à le retrouver parce qu'il faisait nuit. À 1h, on n'avait pas le droit de parler au dortoir, même pour se préparer. Là encore, on prenait quand même quelques libertés. Mais c'était, comme le disait une de tes sœurs, c'était le Moyen-Âge. Oui. Non, j'ai aimé beaucoup de choses dans ma vie de pensionnaire, notamment l'esprit de camaraderie qu'il y avait, Oui. et l'apprentissage de la vie communautaire. Et c'est vrai que lorsque j'ai embarqué sur la Jeanne d'Arc, ça faisait partie de notre formation d'administrateur des affaires maritimes, j'étais avec des camarades qui avaient toujours vécu chez eux, qui avaient été étudiants en droit pour la plupart, et qui paniquaient à l'idée de se retrouver dans un poste pour à la fois travailler leur cours à 9 personnes. On était 9, 10. On dormait, ce qu'on appelle des bannettes de la marine, c'est-à-dire des lits superposés dans 2 alcôves de 6. Donc il y en a qui étaient vides quand même, parce que le poste n'était pas complet. Mais on était les uns sur les autres en permanence. Et moi, je n'ai eu aucune difficulté à m'y Oui, adapter, c'est ça. Toi, parce que c'est ce que j'ai vécu en pension. Tu t'es retrouvé dans ton élément. Et puis après, le pensionnaire, il est malin, il sait, en fonction de son tempérament, quelquefois s'évader de la vie collective. Pour un prétexte ou un autre, il quitte l'étude ou la cour de récréation. Ça, c'est un apprentissage qui se fait très vite. Oui, on s'habitue. En tout cas, je crois que pour la formation, dans les entreprises, quelquefois, on fait des stages 8 jours ou 15 jours en équipe où on va crapahuter, où on va dormir sous la tente, l'événement, où on va même jouer au sport de combat. Oui. Ça me fait rire parce que c'est pas en 8 jours qu'on apprend ça, c'est une petite expérience peut-être. Oui, c'est ça. Alors que tout le long de la vie, faire ses études dans un pensionnat, je ne le recommande pas à tout le monde. Puis maintenant, moi c'était quand même une nécessité pour mon éducation. Je ne crois pas que ma mère avait grand plaisir à me voir partir en pension tous les 8 jours. C'est jamais facile, oui. Mais je pense que c'est un apprentissage qui, si bien sûr l'encadrement est bon, est intéressant pour l'éducation. Mais là aussi, on apprend aussi à rencontrer des personnalités. Tu as parlé de Patrick, qui animait ta chorale. J'ai plusieurs personnalités comme celle-là, des gens absolument remarquables qui savent s'engager pour les jeunes. Et alors, moi, j'étais chez les Jésuites et on avait, par exemple, un préfet de discipline qui s'appelait le père Maréchal. Il n'y a pas que moi qui avait un nom prédestiné. Préfet de discipline, père Maréchal. Et c'était un homme d'une très grande qualité humaine qui était capable de piquer des colères absolument épouvantables. Et le bruit courait très vite. Maréchal est en colère. Ça veut dire raser les murs. Planquez-vous. Pas le moment de prendre les couloirs. 22 là les flics. En dehors. Et en même temps, il savait jouer de son personnage. On faisait à ce moment-là des distributions solennelles de notes et d'appréciation. Ça se fait plus. Et bon, peut-être que les valeurs éducatives n'ont pas été reconnues, mais je pense qu'elles en avaient aussi, à condition d'être bien faites. Et je me souviens avoir été félicité pour avoir été collé, c'est-à-dire pour avoir été puni, par le père Maréchal, en public, et d'autres camarades l'étaient comme ça, parce qu'il disait vous faites partie de ceux qui sont collés une fois par trimestre. Et donc, vous n'êtes pas une nouille qui restait dans le coin et qui n'a qu'une peur, c'est d'être réprimandé. Vous faites le minimum syndical pour avoir une colle par trimestre, mais vous n'en faites pas plus, parce qu'à partir de 2, ça devient embêtant. Il y a des chahuts qui sont restés célèbres au Caousou, et avec des idées absolument fabuleuses. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter. Je crois que tu m'en avais raconté un avec une voiture qui a monté les étages. À ce moment-là, il y avait 2 voitures dans la communauté des Jésuites qui étaient nombreux, puisqu'ils étaient presque une vingtaine. Et il y avait une voiture pour le directeur et une 4L à l'époque pour les autres qui se la passaient.
Et un matin, je me suis réveillé, sorti de mon dortoir de Senlis, à moitié réveillé, et je vois sur le palier, au 2e étage, la 4L des Jésuites. Et là, je me dis, mais vraiment, tu n'es pas bien réveillé. Et il y a mon petit camarade à côté qui me donne un coup de coude, qui me dit, t'as vu devant toi, là, la 4L. C'était les terminales qui avaient fait leur chahut traditionnel. Chaque année, les terminales devaient faire un chahut et il fallait inventer une idée originale. Et là, ils avaient, pendant la nuit, su récupérer, je crois qu'ils l'avaient mise sur des pâtes à roulettes, la voiture, la 4L des Jésuites, et ils l'avaient montée au 2e étage. Il faut savoir que les étages, à ce moment-là, ils faisaient facilement 5 mètres de haut, puisque le dortoir dans lequel je dormais a depuis été recoupé dans le sens de la hauteur, et on a fait un étage supplémentaire. Alors moi, j'étais plus soft pour mon dernier jour. Un peu moins original. Moi, je m'étais contenté de lâcher des poules dans le lycée. Mais... J'ai ce souvenir-là, oui. Oui. Ce qui m'avait eu d'être envoyé le tout dernier jour. Et oui. Et bon, on va arriver à la fin. Alors, il va falloir qu'on conclue, même si j'aurais beaucoup aimé continuer. Mais qui sait, peut-être qu'on fera un 2e épisode. Cette fois-ci, peut-être avec maman. Comme ça, on aura les 2 points de vue sur pas mal de sujets. En tout cas, merci beaucoup, papa. Ça sera un débat. Voilà, ça sera déjà un débat que je me permettrai d'administrer. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour répondre à mes questions. Je pense qu'en plus, ça donnera des idées pour des discussions avec tes petits-enfants. Je rappelle qu'ils sont 11. Donc, et puis, j'espère bientôt... J'espère que tu vas nous en apporter. Je vais essayer de venir compléter l'équipe. En tout cas, de votre côté, je vous invite à commenter si vous avez des questions pour papa ou pour moi. Je lui transmettrai. Je les transmettrai si jamais il y a des questions dans les commentaires. Et puis, dites-nous ce que vous avez pensé un peu de tout ça. C'est un épisode beaucoup plus long que d'habitude. On a abordé des sujets très variés, parfois plus personnels et puis parfois professionnels. Moi, ça me tenait à cœur de le faire. Donc, je suis vraiment ravi qu'on ait pu prendre ce temps-là. Et puis, dans tous les cas, surtout... si vous n'êtes pas encore abonné, pensez bien à ne pas le faire, comme ça vous êtes certain de louper les prochains épisodes. À bientôt, papa. À bientôt, et surtout, si je peux me permettre, j'ai été extrêmement ému quand tu m'as proposé cet entretien. J'ai été ému de le réaliser aussi, comme tu l'as vu sans doute. Oui. Tu l'as senti. Et je trouve que c'est une idée de génie et qui m'a fait un immense plaisir. Écoute, j'en suis ravi. Et nous, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!